Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers camarades, bonsoir. Le 15 mai marque la date anniversaire de la Nakba, qui renvoie à l'exode forcé de plus de 700 000 Palestiniens, chassés de leurs terres en 1948, lors des massacres perpétrés par les milices paramilitaires sionistes puis par l'armée israélienne. Leurs descendants, 5,9 millions de réfugiés, se voient encore refuser leur droit au retour par Israël, pourtant garanti par la résolution 1994 de l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis le 7 octobre, 2 millions de Gazaouis ont été déplacés et chassés de leur domicile, soit le plus grand nombre de déplacements forcés de Palestiniens depuis 1948. Le génocide des Palestiniens en cours apparaît donc comme le prolongement du nettoyage ethnique de la Nakba et de 76 ans d'occupation, de colonisation et d'apartheid. C'est la volonté d'effacer l'identité, voire l'existence même des Palestiniens qui est à l'œuvre, car comme l'a tristement résumé Elias Khouri en 2011, la Nakba n'est pas un événement, mais un processus. Les confiscations de terres n'ont jamais cessé. Nous vivons toujours dans l'ère de la Nakba. Les crimes de la Nakba, notamment le nettoyage ethnique et l'expulsion des personnes réfugiées palestiniennes, la destruction massive de leurs biens, les exterminations de masse fait l'objet de poursuites et les victimes n'ont jamais obtenu réparation. Et lorsque l'injustice règne et les criminels deviennent les maîtres du jeu, alors seule la mémoire demeure un refuge de justice pour les victimes. Nous sommes tous viscéralement attachés à la paix, mais personne ne pourra faire taire notre soif de justice indispensable à cette paix, parce que nous sommes tous les enfants de Gaza. J'aimerais bien, avant de céder la parole à mon ami Gilles, remercier Yael Sivan qui avait un problème de santé qui l'a empêché ce matin de faire le déplacement à Genève. J'aimerais bien aussi remercier l'historien Youssef Boussameh, notre ami l'essayiste aussi François Martin. J'aimerais bien, au nom de CRI International Voix des Victimes, exprimer notre soutien et notre sympathie avec les étudiants de l'Université de Genève, victimes des pratiques de traitement policière basées sur l'abus. J'aimerais bien aussi exprimer ma solidarité avec notre ami Slah Yakhlef qui vient d'être victime aussi d'une agression physique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je laisse parole à notre ami Gilles. Merci. Bonsoir. Alors, comme l'a mentionné mon camarade Abdel Jalil, des événements se sont produits à l'université. Il y a une occupation, vous en avez entendu parler dans la presse. Alors, avant que nous continuions la soirée et que aussi je fasse une brève introduction, j'aimerais qu'on laisse la parole quelques minutes à une délégation d'étudiants qui vont nous informer sur ce qui s'est passé. Bonsoir, on est tombé ici un peu par hasard, mais on nous a invités à prendre la parole brièvement. On est 4 étudiantes, étudiants des hautes écoles et on était pas mal présents à la mobilisation à l'université qui se tient depuis mardi dernier, il me semble, et qui a été réprimée ce matin très violemment. On n'était pas là ce matin, mais on a suivi avec nos camarades. Il y a eu 46 gardes à vue, tout le monde a été libéré, mais les policiers sont arrivés à 5h du matin pour interpeller les personnes qui occupaient de manière pacifique, sachant que le mot d'ordre était d'évacuer en obéissant aux ordres policiers, mais il n'y a pas eu de sommation, rien du tout. Ils ont été menottés directement et embarqués. On est garde à vue violente. Et sachant que la rectrice a déposé plainte samedi, il me semble, pour violation de domicile et que c'est à ce motif-là que ces personnes-là ont été arrêtées, en rompant donc complètement toute discussion. Enfin,
elle avait essayé de mettre en place une apparence de discussion au début de la mobilisation, et le masque est complètement tombé ces derniers jours avec une escalade, et notamment la fermeture de l'université aux personnes non étudiantes, ce qui est un autre problème scandaleux. Nous, hautes écoles particulièrement, on est des étudiants en art, en design, en ingénierie, dans la santé, dans le travail social, dans la musique. Et on a des revendications particulières par rapport à nos écoles et on a une difficulté particulière à se mobiliser puisque les hautes écoles appliquent une politique très répressive depuis un moment sur toute organisation. Et il y avait notamment eu une première mobilisation à la aide en février dernier qui avait été un peu étouffée et qui questionnait les partenariats, enfin qui demandait une prise de position claire de la direction de la aide, donc de l'école d'art, et la fin des partenariats avec les écoles israéliennes, qui sont notamment, qui sont complètement impliquées dans l'appareil de guerre israélien, la confection d'uniformes, etc. Enfin, des choses scandaleuses. Et il y a une mobilisation des hautes écoles qui s'organise, des HES. Et cet après-midi, il y a eu un début d'occupation qui s'est installé à l'EPIA, l'école d'ingénierie, qui a été immédiatement réprimée. La directrice a complètement interdit la présence d'étudiants ici, même de jour. Elle a dit que c'était complètement impossible qu'on soit là. Et elle a appelé la police après seulement 4 heures de pseudo-occupation, de début d'occupation. Et l'occupation a donc été évacuée sous regard policier. Et l'ordre dans les HES maintenant semble être vraiment de réprimer par la force directe toute tentative de mobilisation. Et c'est important que que cette information passe, quoi, et que ça me paraissait important de témoigner de tout ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Et juste pour dire qu'on est toujours là, que les mobilisations vont reprendre, que l'énergie est toujours là et que malgré toute cette répression, le mouvement étudiant est super fort et on soutient complet de la Palestine et qu'on ne laissera pas faire ce qui se passe. Bravo. Free Palestine. Alors l'UNIL, ils peuvent plus occuper de nuit. L'UNIL, il continue une occupation de jour. Et je sais qu'à Lausanne, il va se passer pas mal de choses demain. Et qu'il y aura plusieurs écoles qui vont se regrouper. Justement oui, il y a des... Demain, les universités et les étudiants à Lausanne organisent aussi des événements autour de la Nakba. Et je ne connais pas le détail du planning, mais il y a si ça vous intéresse d'aller à Lausanne, il se passera des choses aussi à l'université de Lausanne. Sans connaître les détails, sur les derniers jours, il y a eu des mobilisations et des occupations qui se sont lancées à Fribourg, à Berne, à Bâle, en supplément des occupations qui se passaient déjà à Lausanne et à Genève, et de celles qui avaient été lancées à Zurich, mais qui ont été réprimées. Puisque dans les écoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, il y a eu une répression très rapide et très forte. Les occupations ont été interdites et évacuées par la police très rapidement. À Zurich, de manière particulièrement violente. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour commémorer ce soir une tragédie historique qui n'a toujours pas pris fin, la Nakba. Avec la guerre de 48-49, 900 000 Palestiniens ont été forcés de fuir, alors que 180 000 restèrent sur place. Depuis, des millions de Palestiniens vivent en exil dans le monde et sont les descendants de ces réfugiés. Plus du tiers s'est réfugié en Cisjordanie et de nos jours, plus de la moitié des Palestiniens de Cisjordanie sont des descendants des réfugiés de 48-49. Un quart s'est rendu à Gaza aussi, un quart des personnes qui avaient été chassées de leur terre natale au moment de la Première Guerre, dont plus de 90% de la population actuelle sont des descendants des réfugiés de 48. Et les autres réfugiés palestiniens ont fui au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte, et certains, un plus petit nombre, se sont également installés en Irak ou dans les pays du Golfe, comme le Koweït. Et d'ailleurs, dans certains de ces pays, à une époque en Jordanie ou au moment de la guerre avec l'Irak au Koweït, certains ont subi des exactions ou des atrocités. Suite à la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour, jusqu'à nos jours, l'occupation et la colonisation des territoires palestiniens se poursuit, en violation du droit international public,
en particulier des conventions de Genève, qui justement couvrent tout ce qui touche à la conduite des hostilités et aussi notamment en question du comportement des forces occupantes. Et également aussi de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui ont condamné à de multiples reprises la colonisation et l'occupation. Nous remercions pour l'organisation de cet événement l'association CRI Voix des Victimes, avec son responsable, notre camarade Abdel Jalil, que vous avez vu tout à l'heure, Investigation, la coordination des organisations islamiques suisses et la Fondation islamique et culturelle d'Ahl el-Bayt. Et nous aurons le plaisir de voir dans un moment le film documentaire d'Eyal Sivan, Jaffa, la mécanique de l'orange, qui date de 2009. Alors Eyal Sivan n'a pas pu être présent avec nous malheureusement. Il est le titulaire du prix de Rome du ministère de la Culture français en 1990. Il a reçu ce prix. Il a enseigné au Sapir Academic College de Sderot et il dirige un master de recherche artistique à la Netherlands Film Academy de l'Université des Arts d'Amsterdam et dirige la société de production et de distribution Memento dont il est le fondateur. Il a réalisé de nombreux films documentaires sur le conflit israélo-palestinien ainsi que sur l'Irak et le Rwanda. Nous aurons un peu plus tard aussi, après le film, donc l'intervention de Youssef Boussouma, qui est enseignant et militant de la cause palestinienne depuis le début des années 80 et qui a participé à l'organisation en 98 de la campagne pour le droit au retour des Palestiniens. Et en 2001, il a participé à la fondation des missions civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Et c'est aussi un des fondateurs du Parti des indigènes de la République et il est l'auteur de nombreux articles sur le conflit israélo-palestinien. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir parmi nous François Martin, qui est un consultant international, un expert en géopolitique et qui a travaillé à l'étranger pendant plus de 40 ans dans des dizaines de pays. Et donc, il viendra aussi nous parler des conflits actuels, de l'actualité géopolitique du moment. Et puis, rapidement, moi, je suis Gilles Emmanuel Jacquet, je suis le vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, connu aussi sous son acronyme anglais JPRI, Geneva International Peace Research Institute. On existe depuis les années 80, nous sommes une fondation de droit fédéral et nous menons de la recherche théorique mais aussi pratique sur les questions de conflit et de paix. Donc on publie fréquemment chez l'Harmattan les cahiers du JPRI, dans la presse mainstream un peu moins. La RTS invite nettement moins notre président Gabriel Galis depuis quelques années. On n'est pas très surpris, mais étrangement par contre la presse internationale, elle, nous contacte encore fréquemment, que ce soit les Russes, les Égyptiens, les Émiratis, différentes agences de presse latino-américaines ou autres. Avec eux, il n'y a aucun problème pour avoir une analyse critique. Alors, rapidement aussi, pour conclure ma présentation, le JPRI a mené différentes initiatives, pas seulement de la recherche sur le conflit israélo-palestinien. Au début, dans les années 2000, vers 2006-2008, nous avions aussi soutenu 2 ingénieurs hydrauliciennes israéliennes et palestiniennes qui avaient travaillé sur les questions de conflit et de coopération sur l'eau. Et puis ensuite, nous avons par la suite fait plusieurs prises de position dans la presse et encore récemment aussi dans la presse belge et suisse au début de l'année sur la situation à Gaza. Nous avons proposé un cessez-le-feu et d'amener une aide humanitaire par la mer. Un des anciens fonctionnaires du département d'État, Josh Paul, qui a démissionné pour ne pas être complice de la politique étrangère américaine eu égard à la situation à Gaza et aussi en Cisjordanie, a relayé notre initiative lors d'une interview sur CNN avec Christiane Amanpour. Le gouvernement américain, ça ne nous a pas échappé, a aussi repris cette idée, alors pas de nous, c'est une idée parmi d'autres scénarios qu'il devait avoir, mais sentant que de plus en plus d'organisations de la société civile leur demandaient d'agir, ils ont sorti cette idée du carton qui était en fait une fausse bonne idée, puisqu'elle permettrait aux États-Unis de prendre le contrôle de l'ensemble des opérations humanitaires qui pourraient être amenées à se déployer sur place. Quelque chose qu'ils ont déjà fait dans le passé au Rwanda. Maintenant, nous avons aussi pris acte du fait que les contacts que nous avons essayé d'avoir avec des missions des pays membres de l'Union européenne à Genève et la Commission européenne, nous n'avons eu aucun retour, aucune réponse formelle ou officielle de leur part. Donc, depuis, nous étudions des pistes d'action de nature plus judiciaire, voilà, notamment contre les autorités européennes en particulier. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et merci d'être venu et d'apporter votre attention et votre soutien aux martyrs du peuple palestinien. Merci beaucoup.
Chers amis, chers spectateurs, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous ce soir à Genève comme promis, mais malheureusement, mon dos, mon corps ne m'a pas permis ce voyage. Je le regrette sincèrement. Merci d'être là. J'imagine que vous êtes nombreux, mais c'est pas toujours le nombre qui compte, c'est surtout la qualité. Vous venez de voir mon film Jaffa, la mécanique de l'orange, qui est un film qui a un certain âge déjà. Il a été tourné en 2008 et sorti en 2009. Mais c'est un projet que j'avais depuis les années 90. En réalité, ces projets qui ont fait partie d'une articulation plus large de mon travail qui a commencé il y a maintenant plus de 35 ans, qui est un projet esthétique politique autour de cinéma documentaire en général et plus précisément autour de la représentation de la Palestine, de colonialisme sioniste dans ces territoires. Donc, le projet Jaffa, la mécanique de l'orange, comme je dis, il est issu de années Oslo. C'est dans les années 90, pendant le processus d'Oslo, que l'État d'Israël décide de privatiser la marque Jaffa, c'est-à-dire transformer ce qui était une marque d'État gérée par le ministère de l'Agriculture après avoir été gérée pendant de longues années par le Conseil des agrumes israéliens. Eh bien, il y a une décision sous le gouvernement Rabin de privatiser la marque Jaffa. Il faut dire que les années Oslo étaient de grandes années de privatisation générale. Mais j'ai appris que pendant les négociations de Washington qui ont suivi les premiers accords, les Israéliens, sans cynisme a priori, ont proposé aux Palestiniens de acheter la marque Jaffa et l'utiliser. Bien évidemment, les Palestiniens ont refusé ou n'ont pas accepté. Et à partir de là, Israël utilisait la marque Jaffa comme un label qui était une certaine concession, une label qui était loué, donné par d'autres agrumiers que les agrumiers israéliens. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui sur le marché des Jaffa venant de l'Afrique du Sud ou de Pérou. Il faut dire qu'en Palestine même, Palestine-Israël, il n'y a plus d'oranges. Israël n'est plus un exportateur d'oranges. Les dernières orangers de la Palestine étaient les orangeries de Gaza, qui ont été arrachées, comme on voit dans le film, sous le prétexte que la résistance palestinienne se cache dans les orangeries. C'est pour ça que les Israéliens ont donné aux agriculteurs palestiniens de fraisiers, parce que les fraises, c'est des petites plantes dans lesquelles on ne peut pas se cacher. Depuis, comme nous savons tous, tout a été arraché à Gaza. Il n'y a plus d'agriculture, ni fraisiers, ni agrumiers, ni de l'eau potable, à peine de l'habitation, des déplacements forcés de population et une campagne génocidaire qui se déroule maintenant depuis plus de 6 mois. Mais si je reviens un petit peu à Jaffa, bien évidemment, je ne suis pas un expert des oranges, c'est pas l'orange lui-même en tant que tel qui m'a intéressé, mais c'est la capacité de l'orange de cristalliser, au pouvoir raconter autour de l'orange l'histoire du colonialisme sioniste en Palestine, et surtout se concentrer sur les années qui sont très peu connues en grand public, qui est l'existence réelle une société en plein modernisation, une société qui est dans un grand essor à la fois culturel, à la fois économique et dans un contact avec l'environnement, qui est la société palestinienne avant sa destruction lors de la Nakba de 1947-1949.
ce qui m'a intéressé à travers l'Orange de Jaffa, c'est raconter la colonisation de la Palestine, évidemment accompagnée par la transformation de l'image de la Palestine. Il faut dire que le colonialisme n'est pas seulement la colonisation de territoire lui-même, n'est pas la colonisation simplement de la population indigène, mais aussi la colonisation de l'image, de l'aspect, de la façade montrée à l'étranger. Sans les Oranges de Jaffa, ou je dirais les Oranges de Jaffa, jouent un rôle primordial dans les discours sionistes qui appuient, si vous voulez, cette fausse idée qui est que c'était une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, comme disaient les leaders sionistes d'Israël Zamiville. D'autant plus que l'idée du sionisme, comme beaucoup de colonialismes de l'Orient, c'est que avant l'arrivée de la modernité coloniale, si vous en voulez, il y avait un désert. C'est-à-dire qu'il y avait grosso modo rien. Cette notion de désert, elle est extrêmement fondamentale dans les discours coloniaux. Il est vrai pour le colonialisme français en Algérie et ailleurs. Il est vrai pour un discours de colonialisme britannique. Il est tout à fait vrai dans les discours, y compris les discours cinématographiques américains, qu'on pense à quelle est la représentation de l'Amérique du Nord dans le western. C'est toujours un désert dans lequel il va y avoir les gens qui iront vers l'ouest pour en créer quelque chose de moderne, pour fleurir le désert. Et la floraison des déserts est, ce slogan permanent, devenu presque un fait dans la tête de beaucoup de gens qu'avant l'existence de l'État d'Israël en 1948, la Palestine était un désert. Eh bien, ceci est bien faux et on le voit, et les images en témoignent. Ils témoignent d'autant plus, non pas seulement que la Palestine n'était pas un désert, loin de là, la Palestine était un pays d'exportation et un pays d'importation de main-d'œuvre qui en avait besoin pour justement son développement. Il y a une coïncidence qui est que la naissance du mouvement national juif, qui est un mouvement, le mouvement nationaliste juif, qui est le sionisme, coïncide avec l'invention de cinéma. Tous les deux sont nés à la fin du 19e siècle. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, le sionisme, dès le départ, va utiliser le cinéma, ou je dirais autrement, le sionisme va s'inscrire dans une continuité des représentations cinématographiques et visuelles de ce qui était déjà la représentation de la Terre sainte, la terre biblique, comme l'explique joliment Elias Sambar, l'historien palestinien dans le film. C'est-à-dire que, en réalité, l'image ne vient pas pour en témoigner du réel, mais l'image va venir pour avancer une image, appuyer une idée qui a de la réalité. C'est vrai pour les photographes lors de l'invention de la photographie, en essayant de filmer la Terre Sainte pour qu'elle corresponde à la Bible. C'est tout à fait vrai pour les cinéastes, les photographes, les propagandistes sionistes, pour montrer la Palestine d'après leur discours et non pas d'après sa réalité. Mais l'Orange de Jaffa, il nous amène plus loin que simplement l'affirmation de l'existence d'une société vive, dynamique, en plein essor moderniste à la veille de sa destruction lors de la Nakba. On voit que, d'une certaine manière, et on le voit à travers certains films et témoignages, au sein de Jaffa, la mécanique de l'Orange, qu'il y a eu une certaine forme d'une coexistence au début du siècle, ou d'une existence commune, je dirais, au début du siècle, avant la déclaration Balfour, avant 1917 et l'affirmation de l'appui britannique au colonialisme sioniste, qu'il y a eu une forme une vie commune, qui ne peut-être était pas idéale, une vie commune n'est jamais un grand idéal, mais une vie commune, et celle-ci est quelque chose qui a été complètement effacé de la mémoire. Et cet effacement de la mémoire,
l'effacement de la mémoire comme l'effacement de l'arabité de la terre, c'est pour moi l'effacement d'une potentialité d'avenir. Ou comme le dit le poète israélien, c'est peut-être une clé de mémoire pour un avenir. Alors, dans la situation terrifiante dans laquelle vit actuellement une grande partie du peuple palestinien, il est difficile de parler d'espoir. Il est difficile de parler d'avenir, mais je pense que c'est justement notre défi à nous tous, et peut-être le challenge, le défi que je me mets à moi-même, c'est raconter de l'histoire, essayer de mettre l'histoire en image, réarticuler une narration historique, non pas simplement pour rendre la vérité à la vérité, mais aussi pour rendre l'histoire à l'avenir. Merci beaucoup d'être là. Merci, bonsoir à vous. Oui, les questions, parce que c'est un film et c'est une situation qui suscite énormément de questions. Et donc, nous comptons absolument là-dessus. Donc, bonsoir à vous. Et merci au CRI et merci à nos... Au JPRI aussi, oui. Au JPRI, excusez-moi, pour cette invitation. Voilà, c'est une invitation qui s'impose vraiment en ces jours terribles. Et donc, merci encore à notre ami l'infatigable de Djelil. Hein. Voilà. Il est très important et vous connaissez le mot d'ordre, hein. Don't stop talking about Palestine. Hein, d'accord, ne cessez jamais de parler de la Palestine. C'est absolument essentiel. Les Palestiniens, c'est un miracle, on en parle aujourd'hui. On ne devrait plus en parler en vérité. Si les choses s'étaient produites comme il faut, si le colonialisme sioniste avait eu les moyens, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus des Palestiniens comme nous ne parlons plus de tas de peuples qui ont complètement disparu, dévorés par la machine coloniale. Si je vous parle du peuple tasmanien, on ne sait même plus à quoi ressemblaient les Tasmaniens. La dernière Tasmanienne est morte dans les années 20. Et elle avait bien conscience d'être la dernière de son peuple. Les peuples qui ont subi le colonialisme de peuplement ne survivent pas. Généralement, ils ne survivent pas, ou à peine. C'est le cas des Amérindiens, enfin des peuples premiers, comme on dit en Amérique, c'est le cas des aborigènes d'Australie, c'est le cas de quantité d'autres peuples, dont je le dis, certains ont totalement disparu. Ce qu'a subi le peuple palestinien, ce colonialisme de peuplement. Un autre peuple l'a aussi subi, le peuple algérien, il a survécu. Et ça, c'est extraordinaire, un miracle. On parle du miracle algérien de ce point de vue, parce qu'on ne résiste pas à un colonialisme de peuplement. Mais ce qu'a subi le peuple palestinien est extraordinaire, parce qu'il a survécu. Il a survécu et il lutte depuis un siècle. Et il est trop tard pour le mouvement colonial sioniste. Hein. Donc c'était un petit peu une entrée en matière avant d'entrer dans ce qu'on appelle effectivement la Nakba, triste commémoration. Alors ce film est extraordinaire, on le doit bien sûr à l'excellent Eyal Sivan, avec doublé de l'historien qui commente, Elias Sambar, que je trouve être le plus pertinent des historiens sur la question, qui est palestinien, qui est l'ancien représentant de la Palestine à l'UNESCO. Et d'ailleurs, je ne saurais trop vous recommander un petit bouquin de lui malheureusement qu'on a beaucoup de mal à trouver, qui est Palestine l'expulsion, qui est à mon avis le meilleur bouquin qui a été fait sur la Nakba. Hein. Palestine 48, l'expulsion. On peut le trouver éventuellement sur le net, mais bon. En tout cas, il vaut vraiment la peine. C'est le seul qui soit un récit d'expulsion de 48 d'un point de vue vraiment décolonial, et pas uniquement d'un point de vue de récit occidental, etc. Voilà, donc c'est l'expulsion vue par les Palestiniens eux-mêmes, de l'intérieur. Comment ils ont ressenti cette extraordinaire machine à broyer qui s'appelle le sionisme, hein, et qui déjà, depuis le début du XXe siècle, œuvrait, parce que c'est une histoire ancienne. La Nakba est l'aboutissement de tout un processus. On l'a dit tout à l'heure, la Nakba n'est pas que de 48, c'est l'aboutissement de tout un processus. Donc la Nakba, l'expulsion de 800 000, voilà, les chiffres divergent, parce qu'on ne saura pas exactement, parce que les recensements n'étaient pas faits, parce que les recensements eux-mêmes étaient politiques, et parce que les Britanniques, qui à l'époque ont le mandat britannique, eux-mêmes n'avaient pas forcément intérêt. Voilà. En tout cas, au moins 750 000, 800 000 Palestiniens sont expulsés. Et s'ils sont expulsés, c'est parce qu'auparavant, il y a eu tout un processus de mise à l'écart, de véritable construction de l'apartheid, et aussi, cette expulsion a été préparée par tout le mandat britannique, on ne va pas revenir dessus, tous les différents accords, hein, d'accord, les accords Hussein-McMahon, Saïs-Picot, la conférence de Sorremo en 1920, l'établissement du mandat qui était totalement illégal d'ailleurs, la négation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le refus de faire un référendum du peuple palestinien comme on aurait dû le faire, voilà, quantité de choses. Cette histoire est un tel tissu de mensonges
qu'on ne sait pas trop par où commencer, mais si nous avions plus de temps, peut-être qu'un jour, il faudrait... Mais c'est vraiment, il y a 50 mensonges absolument incroyables, incroyables. Comment peut-on faire croire que le peuple palestinien est une anomalie sur sa propre terre? C'est pourtant l'extraordinaire exploit que les sionistes ont réussi. Hein, que le peuple palestinien est tout à fait une anomalie, et c'est bien dit dans le film avec ces images qu'on a choisies. Juste un petit exemple, vous savez que l'essentiel des colons sionistes qui allaient en Palestine ne s'installaient pas du tout à la campagne ou dans les kibboutz. C'était 4% seulement. L'immense majorité s'installait dans des villes qui existaient déjà, des villes palestiniennes qui existaient déjà, avec les 3 principales villes, enfin les 4 principales, Gaza, Yafa, Raqqa, Acre, Saint-Jean d'Acre et Haïfa. Hein. Et c'est dans ces villes que les colons s'installaient, elles étaient déjà là. Comment avoir fait croire que la Palestine était un désert et puis que... Mais c'est absolument hallucinant. Au contraire, c'était des villes qui étaient extrêmement bruyantes, de population, multicolores, avec des tas de populations différentes, des tas de religions, 21 confessions. Il y a 21 confessions, et qui vivaient en harmonie. C'est dit à un moment dans le film, il est très impoli au Moyen-Orient de demander sa confession à quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que ce soit en Palestine, en Syrie ou ailleurs, on ne lui demande pas, t'es chrétien ou musulman, jamais de la vie. Hein, jamais de la vie. Et pourtant, c'est ce que l'Occident a fait. Toi, t'es musulman ou t'es juif? Cette espèce de différenciation qui n'existait pas. L'Occident a transplanté en fait en Palestine une vision de différenciation, de discrimination qui existait en Occident. Parce que l'Occident a déjà broyé ces minorités avant cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, toutes ces minorités religieuses qui existaient au Moyen-Âge, etc., et pas uniquement religieuses, nationales et autres, ont été broyées avec la Révolution française, par exemple, en France. Hein, toutes ces langues, etc., dans la création de l'État-nation. Et c'est cela qu'on a transplanté là-bas. L'État d'Israël, c'est la transplantation de l'État-nation occidental, raciste par définition, qui refuse la diversité. Les Cathares ont été massacrés, les multitudes, sans même parler des Juifs, hein, les protestants, les Cathares, etc. C'est cela, hein. Regardez la France, le nombre de protestants qui ont été expulsés à l'époque de Louis XIV, etc. L'hérésie cathare qui a été absolument anéantie, les Vaudois, etc. Aussi en France, vous en savez quelque chose. Et donc du coup, voilà, c'est ça... Israël, c'était un bout d'Occident raciste, expansionniste, transplanté dans un Moyen-Orient qui n'était pas du tout prêt à cela, qui n'avait jamais connu cela. L'Orient, c'est la terre de la diversité. Il y a je vous dis, il y a toutes les religions. Si vous alliez dans la région, 21 communautés, il y a même des communautés qu'on ne connaît pas ici, des communautés chrétiennes même qu'on ne connaît pas ici. C'était juste une petite introduction rapide, excusez-moi, mais c'était important de comprendre comment c'est installé. Pendant tout le mandat britannique, l'expulsion va être préparée. En vérité, l'expulsion, elle n'est pas du tout, elle n'arrive pas dans un ciel serein comme un orage en plein été. Elle a été préparée par le mandat britannique et par tous les mensonges de l'Occident, de tous ces traités hein, qui n'avaient qu'un but, c'était déposséder, soi-disant légalement, les peuples arabes en général, parce que ce qui arrive au peuple palestinien, dans une moindre mesure, est arrivé aussi aux autres peuples, c'est-à-dire qu'on a complètement découpé cette région, qui avait une grande unité dans sa diversité. C'est ça qui était extraordinaire, qui avait une grande unité dans son extraordinaire diversité. 48, l'expulsion, 700 000, 800 000, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens, si les Palestiniens sont expulsés en 48, c'est parce qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont d'abord été écrasés. La révolution palestinienne de 36-39 a d'abord été écrasée. C'est la révolution dont on ne parle jamais. C'est la révolution de libération nationale palestinienne qui va être écrasée par la troupe britannique aidée par les milices sionistes. Hein. Alors les récits sionistes sont complètement mensongers. Je veux dire, si les sionistes, comme ils le disent, étaient vraiment sincèrement attachés à cette terre, Elias Sambar le dit à un moment, mais pourquoi ils ne se seraient pas unis aux Palestiniens contre les Anglais? Bien sûr que non. C'est un projet colonial sans les Arabes qu'ils voulaient. Donc ils vont d'abord s'allier aux Anglais contre les Arabes, et une fois que les Arabes vont être éliminés avec cette défaite de la révolution de 36-39, alors là ils vont se retourner contre les Anglais à leur tour. D'accord? Et grâce aux Américains, grâce etc., l'Empire britannique est finissant. Voilà, ça s'est passé en 2 temps. Donc 48, l'expulsion. Il faut savoir d'abord ce que c'est, parce qu'on dit 700 000, 800 000 expulsés. Il faut savoir que chaque village a été expulsé, a été rasé à la surface du sol. Et quand vous vous baladez en Palestine occupée, comme ce fut notre cas lors des missions civiles en 2000, il y a quelque chose qui étonne. Vous traversez des paysages, et là, vous avez beaucoup de forêts. Alors, la forêt, paraît-il, d'Israël, le désert reverdit. C'est quoi ces forêts? Ce ne sont pas des forêts indigènes. Enfin, indigènes, ce ne sont pas des essences du cru, ce sont des essences transplantées. Notamment le pin Gordon. Vous savez, le pin Gordon, c'est un pin à pousse rapide, qui n'est pas du tout de la région. Et pourquoi des pins à pousse rapide?
Eh ben, des pas à pouce rapide pour cacher les crimes. Le crime, c'est quoi? C'est que vous baladez et puis il y a quelque chose qui vous semble bizarre. Et au travers de ces forêts extrêmement sombres, le pin Gordon, le pin de sapin, ça donne des forêts sombres et acides pour la terre d'ailleurs, très mauvaises pour la terre. Et là, vous voyez des pierres. Et quand vous approchez, ça fait comme un cimetière. Ce sont les restes des villages. Tous les villages détruits ont été recouverts par des forêts de sapins comme pour cacher le crime. Et ça, c'est quelque chose qui est très angoissant. Et là, on voit des restes de villages, des restes de puits, des restes de moulins. Il y avait toute une vie qui était là. Et tout ça a été détruit. Et les villageois, on sait ce qu'ils sont. On les a vus dans les camps de réfugiés. Voilà ce qu'ils sont devenus. Cette extraordinaire société palestinienne a été réduite sous des tentes. Cette extraordinaire société, diverse, etc., a été réduite sous des tentes. Et c'est ça qui est absolument terrible. Alors 580, on ne sait pas exactement combien de villages rasés, mais des quartiers entiers des villes dont je vous ai parlé, Jaffa, Akka, Haïfa. Il faut savoir que dans le fameux prétendu plan de partage, qui n'était pas un plan de partage, c'est un plan de partition, et il y a le Sivan avec qui on discutait le jour, le faisait remarquer fort justement, c'est-à-dire qu'on a vraiment préparé l'apartheid. Eh bien, la ville de Jaffa et la ville de Acre étaient destinées à faire partie de l'État arabe. Et elles ont été vidées avant même le 14 mai. Premier mensonge, les sionistes prétendent que ces Palestiniens qui ont été expulsés l'ont été dans la fureur des combats, à partir du 15 mai. Très important les dates. L'État d'Israël se déclare le 14 mai, s'auto-déclare, avec le soutien à la complicité de l'ONU, en vérité. C'était un blanc-seing, le prétendu plan de partage. Je vais en dire un mot très rapidement, parce que je ne vais pas trop long. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël se déclare le 14 mai. À ce moment-là, il y a des combats, il y a une guerre civile, depuis le plan de partage que les Palestiniens refusent, et ils étaient habilités légalement à le refuser. On n'a pas le droit d'imposer à un peuple, sans référendum d'autodétermination, le partage de sa terre. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Le droit international a été piétiné par ceux-là même qui l'ont fait, et quelques années après qu'il l'ait fait en plus. Et donc les Palestiniens disaient, nous voulons un référendum d'autodétermination, nous voulons une Palestine unie. Ils ne disaient pas, on va chasser les Juifs. Ils disaient, on voulait une Palestine unie. Et les sionistes répondent, non, non. Alors, il y avait les sionistes qui étaient pour le plan de partage, et d'autres, les plus radicaux même, qui étaient contre le plan de partage parce qu'ils voulaient tout. C'était les partisans de l'Irgun, les ancêtres de Netanyahou. Parce que le père de Netanyahou était le secrétaire de Jabotinsky, qui était le leader de ce qu'on appelle le sionisme, le révisionnisme, parce qu'il voulait réviser le mandat britannique, il voulait toute la Palestine, y compris donc la Jordanie, ce qui est devenu la Jordanie. Bref. Et donc les Palestiniens disent, nous voulons une Palestine unie. On leur dit, non, 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 non. Mais on ne le dit jamais, ça. On dit, les Arabes ont refusé le plan de partage. Mais oui, mais ils proposaient une Palestine unie. Pourquoi les sionistes l'ont-ils refusé? Comment ont-ils refusé cette Palestine unie? Parce que c'est un État d'apartheid, un État colonial, qui voulait dominer une population, non pas vivre avec. Et ensuite l'expulser. Les Palestiniens, donc, perdent la guerre civile. Il y a une guerre civile qui commence le 29 novembre 1947, au lendemain du plan de partage. Les Palestiniens ont comme leader Abdel al-Husseini, qui est un grand leader, adulé. Et malheureusement, dans un premier temps, les Palestiniens bousculent complètement les troupes sionistes. Et le 9 avril, c'est le virage. Abdel al-Husseini est tué au combat à la tête de ses hommes dans l'attaque du kibbutz de Castel. Et le lendemain même, on va retrouver son corps 3 jours après. Et donc ça va vraiment complètement démoraliser les Palestiniens. Et le lendemain même a lieu le premier massacre, le massacre d'Deir Yassin. Parce qu'il faut savoir que l'expulsion va être rendue possible à coup de massacre. C'est à coup de massacre terrorisant qu'on va faire l'expulsion. On ne fait pas quitter un peuple à sa terre comme ça. Vous savez, un peuple qui est là depuis toujours. Massacre d'Deir Yassin, ça commence entre 150 et 200 morts. Le village de Deir Yassin n'avait pas tiré un seul coup de feu contre les sionistes en plus. C'est un massacre, comme Elias Sobar l'explique bien dans son bouquin, pour l'exemple, pour montrer aux autres Palestiniens que même ceux qui ne combattent pas, personne n'est à l'abri. Et que tous vont payer. Et tous devront partir. Et ça va être terrible. Et c'est le début d'une série de massacres. Beaucoup de villages vont être massacrés. Il y a le massacre de Tantoura, il y a les massacres, etc. Et lorsqu'intervient les images que l'on voit qui sont terribles de l'expulsion de Jaffa. Jaffa qui était la grande capitale palestinienne, effectivement au parfum d'orange dans les rues, etc., qui était extraordinaire. Tous les Palestiniens, les anciens qu'on a pu rencontrer, nous parlent tous de cela. Et la ville de Jaffa qui était destinée à être la capitale, l'Occident va laisser les sionistes attaquer la ville de Jaffa et l'expulser. Il va rester 3000 habitants sur les 80 000. Et vraiment par la mer. Beaucoup vont se noyer même dans les eaux, dans la rade de Haïfa, en partant comme cela. Ils partent vers Gaza. Malheureusement, ce sont les descendants qui aujourd'hui doivent être expulsés pour la 6e ou 7e fois depuis 1948. C'est ça qu'il faut savoir. Et à qui on fait subir un génocide actuellement. Et d'autres vont partir pour ailleurs, là où ils peuvent.
Et donc, Jaffa, ensuite la ville d'Acre. La ville d'Acre, ça va être terrible, c'est la grande cité chrétienne, Acre. Hein. Acre va résister longtemps, et les sionistes vont venir à bout de Acre en empoisonnant le lac Duc qui amène l'eau dans la ville d'Acre. Et c'est le typhus qui va décimer en fait les combattants, et c'est comme ça que la ville va tomber. Hein. Quantité de choses comme ça. À Haïfa, c'est pareil. La ville était une ville mixte, comme on dit, hein, au niveau des populations. Mais là, pareil, la population va être... c'est par le canon qu'on va chasser. Donc, ils sont pas partis. Il y a un moment, c'est incroyable, il y a un type qui dit, ils sont partis d'eux-mêmes. Il parle de Jaffa, vous vous souvenez, il dit, ils sont partis d'eux-mêmes, ils voulaient nous jeter à la mer. Mais les Palestiniens n'avaient jamais parlé de ça, c'est leur fantasme à eux. Vous savez, c'est celui qui le dit qu'il l'est. Hein. C'est celui qui dit qu'en fait, c'était ça son projet, en vérité. Ils avaient toujours rêvé de cela. Et d'ailleurs, depuis le début, les contrats d'achat des terres mentionnaient la terre doit être livrée vide d'habitants. Enfin, j'ai pas trop le temps de m'attarder là-dessus, mais voilà. Donc, là-dessus, c'est les faits. Les faits sont là. L'expulsion va commencer. Elle va se faire en plusieurs étapes. Et avant même, donc, le récit sioniste mensonger, les Palestiniens sont partis parce qu'il y a eu des combats. Le 15 mai 1948, les armées arabes interviennent. Il faut savoir que ces armées arabes, c'est une comédie, une totale comédie. Pourquoi les armées arabes interviennent ? Eh bien, elles interviennent parce que précisément, depuis le 9 avril, donc surtout derrière Yassine, des foules de réfugiés sont sur les routes, ils sont pourchassés par les troupes sionistes, ils sont bombardés, etc., jusqu'à ce qu'ils sortent du territoire, vers le Liban, vers la Syrie, etc. D'accord ? Et l'Occident le sait parfaitement, et laisse faire. Et là-dessus, eh bien, ces Palestiniens, ils arrivent au Liban, ils arrivent en Syrie, et là, on n'a pas les médias d'aujourd'hui. Les populations arabes comprennent le drame qui est en train de se passer. Il voit ces centaines de milliers de réfugiés qui arrivent et qui racontent des récits terribles sur les villages massacrés, sur des gens, sur des maisons qu'on a fait sauter avec les vieillards qui ne voulaient pas partir. Hein. Ils faisaient sauter les maisons avec les avions qui attaquaient, etc. Et du coup, ça crée une effervescence incroyable dans les pays arabes. Les gens sortent dans les rues, manifestent et ils exigent des régimes arabes qu'ils interviennent en Palestine. C'est uniquement pour ça. Les régimes arabes n'avaient pas du tout envie d'intervenir, hein, que ce soit en Égypte, en Syrie ou ailleurs. Mais ils vont être forcés de faire une comédie d'intervention. Mais elle était déjà perdue d'avance. Elias Sambar le dit bien dans son bouquin. Il dit en fait, quand les armées arabes interviennent le 15 mai, c'est pour enrayer un exode qui de toute façon est devenu inéluctable. C'est ça. Et avant même, et c'est ça, donc quand vous discuterez avec un sioniste, c'est qu'il vous dira les Palestiniens sont partis dans la fureur d'un roi, vous leur dites non. Parce qu'Israël se déclare le 14 mai, les Arabes interviennent prétendument le 15 mai, et avant le 15 mai, la moitié des 800 000, 400 000 ont déjà été expulsés. Donc c'est pas à cause de l'intervention des pays arabes, 400 000 ont été expulsés avant même l'intervention des pays arabes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout, la deuxième chose, c'est que dans aucune guerre, généralement, on empêche les réfugiés de revenir. Lorsque les troupes allemandes envahissent l'Europe, comme en 39-40, il y a beaucoup de Parisiens. Paris se vide complètement, les gens partent. Même les Allemands n'ont pas empêché les Parisiens de revenir à Paris. Mais là, c'était quoi cette guerre ? Il y a des réfugiés, certes, comme dans toutes les guerres, mais on empêche les réfugiés de revenir. Ça s'était jamais vu. Parce que le but était bien de les faire partir et de prendre leur place. C'est un colonialisme de peuplement. C'est pas un colonialisme d'exploitation. Alors, bon, excusez-moi, oui, combien de temps ? 3 minutes, ouais, voilà. Alors, pour ne pas vous embêter, l'aspect prétendument légal. Il faut savoir que le partage est totalement illégal. Je mets au défi n'importe quel sioniste de venir ici, d'accord, et d'affronter les arguments qu'on lui donne. Le partage de 48, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais je m'appuie sur un certain nombre de juristes internationaux, notamment Maître Chemillé-Gendreau, qui est une spécialiste du droit international, Maître Chemillé-Gendreau, qui explique bien la résolution 181 qui fonde le partage, le prétendu partage, qui est une partition, comme on le dit. C'est la mode des partitions à l'époque. Hein. Les Anglais vont partager l'Inde, ils vont partager l'Irlande, donc ils partagent la Palestine. C'est la théorie occidentalo-centrée. On partage, dès qu'il y a un problème, on partage. Plutôt que de faire, mais on a tout fait pour diviser les populations, et donc après on partage, voilà, et on pense que c'est la solution. Bien sûr que non. Alors donc, la résolution 181, c'est un pacte, en fait. C'est un pacte global. On ne peut pas la diviser. Elle disait quoi, cette résolution ? Elle dit 2 États, donc un État juif, un État arabe, corpus separatum pour Jérusalem. Jérusalem devrait devenir un petit peu ce qui a été des villes comme Trieste, etc. auparavant, hein, une ville internationalisée, d'accord ? Et donc, et surtout, cette résolution 181, elle parlait même d'union économique entre les 2 États. C'était même pas une séparation totale. Et cette résolution 181, elle ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas
Il ne peut pas y avoir d'État d'Israël s'il n'y a pas un État palestinien simultanément, en même temps. Parce que ça annule toute la procédure. C'est-à-dire que l'État d'Israël aujourd'hui est absolument illégal du point de vue du droit international. On ne peut pas dire je crée un État et l'autre n'est pas créé. Alors on nous dit les Palestiniens ont refusé. Mais ils étaient habilités en termes de droit, je vous dis, à refuser. D'ailleurs, le plan de partage, on dit proposition de partage, le terme exact. Si on dit proposition, c'est qu'une proposition peut être acceptée ou refusée. C'est une proposition, les Palestiniens ont joué le jeu, on la refuse, mais on leur impose. Et comme on savait, on va livrer des armes, et y compris l'URSS, on va livrer des armes aux sionistes pour être sûr qu'ils vont gagner. Non, mais c'est ça qui est absolument incroyable. Mais ensuite, Jérusalem, évidemment, n'a pas été internationalisée, mais ensuite, il y a la 194. C'est la résolution sur le droit au retour. Et elle est importante parce qu'elle fonde le droit au retour des réfugiés. Elle a été faite à la suite du rapport du comte Bernadotte, qui arrive à Jérusalem, qui d'abord au départ est sioniste, le comte Bernadotte. C'était le président de la Croix-Rouge internationale. D'accord ? Et Bernadotte arrive à Jérusalem, il est sioniste, il pense que, mais devant ce qu'il voit, ces foules de villageois jetés sur les routes, mitraillés, etc., permettez-moi l'expression, il pète un câble. Et il dit, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Il dit, certes, moi j'étais, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Et il fait ce fameux rapport, rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés. Rien ne doit s'opposer. Il fait son rapport, il est assassiné à Jérusalem par un commando de Birgoun, sioniste. Parce qu'en plus, il avait osé parler d'internationaliser Jérusalem. Mais c'est son rapport qui va donner la résolution 194, jamais appliquée. Et là, j'en termine vraiment. L'autre acte totalement illégal, c'est donc la 180 est illégale parce qu'on ne peut pas la diviser. Hein, elle est indivisible. On ne peut pas diviser une résolution, prendre une partie qui nous intéresse. Mais plus grave, enfin, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est l'admission d'Israël. L'admission d'Israël à l'ONU. Israël sera admis à l'ONU en mai 49. À ce moment-là, malheureusement, la Nakba, elle n'est pas terminée, elle continue jusqu'à aujourd'hui, mais l'essentiel a été fait. Israël va être admis à l'ONU, c'est le seul État qui est admis à l'ONU, avec 3 clauses qui annulent tout, si elles ne sont pas respectées, qui annulent toute la procédure. Quelles sont ces 3 clauses ? Création d'un État palestinien, comme je vous le disais, internationalisation de Jérusalem, et droit au retour, application de la 194. Quand un État adhère à l'ONU, et ça a été le cas de la Suisse il y a quelque temps, il s'engage à respecter toutes les résolutions qui ont été faites auparavant. Hein, même s'il n'était pas là, peu importe. Donc, Israël, quand il est admis à l'ONU, je vous le jure, nous vous le jurons, nous allons respecter toutes les résolutions qui ont été faites. Ah bon, donc la 194. Et Israël, donc, s'engage, mais absolument, nous allons respecter, y compris la 194 sur le droit au retour. Elles n'ont jamais été respectées. Il y a un comité de 3 pays qui était chargé de vérifier le respect par Israël de ces 3 résolutions pour son admission. États-Unis, Turquie et France. Et évidemment, ils n'ont pas fait le boulot. Et évidemment qu'ils n'ont pas fait le boulot. Et évidemment qu'ils ont laissé faire. Et donc, Israël, aujourd'hui, devrait être expulsé de l'ONU. C'est impératif. Ce sont des clauses qui annulent toute la procédure. Et à ce jour, comme vous le savez, elles n'ont pas été. Elles n'ont pas été respectées. Donc voilà, j'en termine, excusez-moi, il y aura encore tant à dire. Mais voilà, nous sommes tout à fait fondés à ne pas reconnaître l'État d'Israël. Absolument. Il n'y a aucun complexe à avoir là-dessus. Vous ne reconnaissez... Ben non, je ne reconnais pas. Pourquoi ? Et même la tête sur le bio, vous avez absolument le droit. On ne peut pas reconnaître un déni de justice. Alors après, on peut proposer les choses. Un État unique, bien évidemment, pour tout le monde, sans distinction de religion et autres. Mais c'est aux Palestiniens de décider. C'est pas à Washington ou à Paris qu'on va le décider. C'est lui, le peuple spolié. C'est lui qui souffre encore aujourd'hui. Premièrement, donc un État unique nous paraît, avec nos amis, nous sommes d'accord là-dessus, comment Elias Sivan et tous les autres, hein, nos amis de l'UGFP, de Tzedek, etc. Mais un État unique, mais aussi des poursuites internationales, bien sûr, contre les criminels de guerre, contre les génocidaires, et ça, c'est absolument impératif. Il est impératif que le crime, il ne peut pas y avoir de crime sans justice. S'il y a un crime, c'est qu'il y a un criminel. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait un criminel. Vous vous rendez compte comment l'exemple pour les générations futures. Donc la question n'est pas une histoire de... C'est la justice. Hein, on ne peut rien faire sans la justice. Pas de paix sans justice, hein, disent les jeunes. Face aux violences policières, ils ont parfaitement raison. Pas de paix sans justice. Écoutez, excusez-moi, je m'arrête, hein, parce que sinon je pourrais continuer encore longtemps. Merci beaucoup. Viens ici, ce sera mieux pour parler. Je vais juste prendre le petit micro qui est là, par Ouais. contre. Désolé. Ouais. Comme ça, T'en c'est prie. pour les enregistrements après. Je vais laisser Youssef continuer, puis je vais faire mon intervention à 6h du matin, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, l'heure est aussi longue. Pas de souci. En tout cas, c'était très
C'est très C'est bien. intéressant, plein d'informations Bon. utiles et que pas tout le monde ne connaît non plus. Voilà. Ouais. Merci d'abord de me recevoir. Merci à Abdeljelil. Merci d'être là. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Donc moi, je voudrais faire quelques remarques préalables avant mon intervention proprement dite. Je trouve dommage d'une certaine façon que tout le débat ne se fasse pas autour du film, parce que je trouve qu'il est tellement puissant que de rajouter une partie géopolitique, ça me paraît... Enfin, je pense que si on est amené à refaire d'autres conférences de ce type-là, je pense qu'il faut vraiment les faire autour du film, ou alors de faire une partie spécialement géopolitique avec des petits bouts du film, mais je trouve que le film en lui-même mérite véritablement un débat complet, à mon avis. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai eu l'impression que je voyais, en fait, d'une certaine façon, la conquête de l'Amérique, faite par des gens qui ont quelque part une honte absolue de la conquête de l'Amérique génocidaire, et on essaye de revivre cette conquête à travers une nouvelle aventure en lui donnant une certaine forme de sacralité. Et en fait, on a refait la même chose, mais les Indiens n'ont pas accepté de rentrer dans les comment ça s'appelle ? Dans les réserves. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'on n'a pas réussi à faire rentrer les Indiens dans les réserves. Mais sinon, il y a un parallèle qui est tout à fait étonnant. Voilà ce que je voulais dire. Alors, quelques mots en ce qui me concerne. Donc moi, en fait, je suis un homme totalement de l'international depuis ma naissance et même avant, puisque en fait, mes parents, mes grands-parents et tous mes oncles sont tous des ingénieurs des ponts, qu'on appelait autrefois, ce sont des polytechniciens ingénieurs des ponts, tous. Et ce sont, pas moi, mais ce sont ce qu'on appelait autrefois les ponts colos, c'est-à-dire on vous attribuait, selon votre rang de sortie à Polytechnique, le lieu où vous alliez. Alors, vous saviez 15,1, vous alliez à Bar-le-Duc, et quand vous alliez à 14,9, on vous envoyait à Alger ou à Dakar. Donc voilà. Donc un de mes grands-parents, mes grands-pères a été en Indochine, ma mère est née à Hanoï, ensuite il a vécu à Annaba, donc en Algérie, ensuite il a vécu à Rabat. Mon autre grand-père a été directeur des travaux publics du sud algérien pendant 20 ans, donc mon père a vécu 20 ans en Algérie. Mon père a été versé au Congo, je suis né au Congo, dans la forêt quelque part entre Brazzaville et Pointe-Noire. Après, il a été nommé à Saint-Louis du Sénégal. Ensuite, j'ai vécu au Maroc, à Casa. Et après, mon père est parti en Espagne dans le privé. J'ai fait mes études au lycée de Madrid. J'ai fait ma coopération au Brésil. Et après, j'ai fait 40 ans de commerce international où j'ai voyagé 30% de mon temps pendant 40 ans. Donc en fait, je vous dis ça parce que c'est de là que je tire ma légitimité pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Je ne vous parle pas en tant que militant, je ne suis pas militant. Je ne suis pas militant de la cause palestinienne, je ne suis pas militant de la cause sioniste, je ne suis pas militant de la cause française, je suis un expert qui est allé sur le terrain et qui a vu, et je parle de la réalité de ce que j'observe, et je tire des conclusions de ce que j'observe, et c'est à partir de là que je fais des analyses, et que je passe dans les médias, et en expliquant, voilà, je pense que ça va se passer comme ça, parce que la plupart du temps, dans les 100 pays où je suis allé, j'ai vu pas mal de choses. Donc voilà, c'est ça qui me donne cette légitimité. Alors si on devait me donner une étiquette politique, je me considérerais plutôt comme gaulliste, je me considérerais tout à fait comme gaulliste, c'est-à-dire d'une part partir de la réalité des faits, ensuite chercher la paix, l'équilibre des forces, et ensuite être attaché aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui, comme vous savez, préexistent sur le plan international sur le droit, sur l'intangibilité des frontières. C'est plus important dans le droit international. C'est la chose première. Donc c'est à ce titre-là que j'ai toujours pensé qu'il fallait que les Palestiniens aient droit à leurs terres. Et contrairement à Youssef, moi je pense, mais bon c'est
ma vision à moi des choses, que la solution à 2 États est la seule qui est possible. Moi, je pense les choses comme ça. Et je suis d'ailleurs, j'ai été tellement frappé de voir ces vieux Israéliens qui regrettent le temps d'avant et qui ont les larmes aux yeux, pas seulement le vieux Palestinien, mais également ses propriétaires, que je me suis dit qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement israélien et les précédents d'ailleurs ne veulent à aucun prix d'une solution à 2 États, c'est parce que s'il y avait un État palestinien, il y aurait probablement beaucoup d'Israélites qui iraient vivre, qui préféreraient aller vivre dans l'État palestinien plutôt que dans l'État juif, parce qu'ils s'en sentiraient probablement mieux sur le plan de leur propre, du respect d'eux-mêmes et du propre des autres, et sur le plan de l'humanité. Ça m'a frappé. Je me suis demandé si quelque part il n'y avait pas cette idée dans la tête des gouvernements successifs pour refuser absolument la solution à 2 États. Voilà. Alors, ceci étant dit, un petit mot. Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle sur l'Ukraine, qui s'appelle L'Ukraine, un basculement du monde, où dans une deuxième partie, j'ai essayé d'expliquer un peu quelles pouvaient être les conséquences pour la Chine, pour l'Europe, pour les États-Unis. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et je suis en train d'en faire un deuxième qui s'appellera Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde. Et moi, je lis l'ensemble du processus aujourd'hui de ce qui se passe aussi bien en Ukraine qu'à Gaza ou en Afrique ou dans d'autres endroits, comme la poursuite et à mon avis la fin d'un certain processus décolonial. C'est comme ça que je vois. Mais quand je dis décolonial, alors je connais très bien l'Afrique, c'est ce que je connais le mieux. Moi, en 40 ans d'Afrique, je n'ai jamais eu un mot d'un client, d'une personne que j'ai rencontrée qui me dit « vous les Blancs » ou « vous les Français », etc. Jamais. Donc, si vous voulez, on fabrique aussi une forme de dissension. Comme moi, je parle de processus décolonial pour l'Afrique, et après je reviendrai à l'Ukraine et puis à Gaza, il s'agit d'une prise en compte par les Africains eux-mêmes de leur propre destin dans une relation qui est plus responsable, plus effective et tournée vers le développement. C'est ça que je considère qui est important. Je ne crois pas du tout que les revendications disant oui sur les accusations contre les Blancs, etc., sur la question de la colonisation ou la question d'esclavage, qui sont d'ailleurs beaucoup plus compliquées que ce que l'on veut bien dire sur le plan historique. Je ne rentre pas dans ce débat, ça mériterait une conférence à soi tout seul. Mais si vous voulez, moi je n'ai jamais eu en 40 ans d'Afrique de débat là-dessus, avec aucune personne que j'ai rencontrée. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est nous on veut la maîtrise de nos ressources, on veut pouvoir... excusez-moi, mais les Camerounais, les Allemands leur envoient des formations de haut niveau universitaire, les Russes leur amènent des formations militaires, et nous, on leur envoie notre milice des droits LGBT. Alors, ils nous ont dit, ils l'ont foutu dehors. Ils ont dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut se développer. On veut que vous nous ameniez, qu'est-ce que vous nous proposez sur le plan concret? C'est-à-dire que nous, on essaye de faire de la politique progressiste, je dirais, dans un milieu qui, lui, est profondément conservateur, en essayant de leur dire, vous ne devez pas vivre comme ça, il faut que vous changiez, mais ça ne les intéresse pas. C'est une forme de néocolonialisme, d'une certaine façon. Ce qu'ils veulent, eux, et c'est ça que j'appelle un processus décolonial, et c'est dans ce sens-là que je vois la prise de pouvoir d'un certain nombre de colonels dans un certain nombre de pays, etc. On veut la maîtrise de notre destin. On veut décider de ce qu'on veut faire. On veut pouvoir choisir si on veut travailler avec vous, avec les Russes, avec les Chinois, etc. Nous ne voulons pas que l'on nous fasse la leçon, ni qu'on nous dise comment notre système, si on est démocratique, pas assez, etc., multipartiste, etc., ça c'est notre affaire. Nous ne venons pas vous dire chez vous comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous comporter avec la presse, avec vos opposants, etc. Donc foutez-nous la paix. C'est ça, je pense, qui est dans le processus. Alors,
Sur le plan, Abdel-Jalil m'a dit de parler un peu aussi du conflit ukrainien. Le conflit ukrainien est, à mon avis, typique d'un processus décolonial également, dans la mesure où Poutine, c'est une guerre du faible au fort, paradoxalement, Poutine étant le faible. Pourquoi ? Parce que Poutine ne se bat pas contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble de l'Occident. L'ensemble de l'Occident. Et il a toujours dit, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il voulait une architecture de sécurité, qu'il voulait que la tectonique de la pression américaine s'arrête, et que de toute façon, les lignes rouges, c'était l'Ukraine et la Géorgie. Il l'a dit en 2007. Donc, il l'a toujours dit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passe pas au Mexique, ça se passe en Ukraine. Donc ça veut bien dire que c'est un processus de colonisation occidentale auquel la Russie est en train de mettre fin. Et c'est tellement important que moi j'ai compris dès le début que la Russie gagnerait, parce que lors du premier mois, lorsque les sanctions ont été votées, les pays à l'ONU, d'abord, n'ont pas condamné l'attaque russe, mais ont déploré, ce qui est très différent. Et surtout, 80% des peuples de la planète et des gouvernements n'ont pas voté les sanctions. Alors que précédemment, le système, on allait voir les petits pays, en particulier les pays africains, on leur disait tu votes comme ça parce que sinon tu n'auras pas tes subventions, gare à toi, etc., etc. Donc tout le monde se couchait et faisait ce que disaient les Américains et les Européens et les Français en particulier. Là, ça s'est passé différemment. D'accord. Alors, il y a eu, d'une part, l'énorme travail qui a été fait par Lavrov et qui prépare cette guerre depuis des années. Et puis, il y a eu surtout, il y a un changement de paradigme et un changement d'époque complet que l'on n'a pas vu et que l'on n'a pas remarqué. Et moi, j'étais persuadé dès cette époque que si on met quelqu'un, on essaye d'organiser un blocus vis-à-vis de quelqu'un, mais que tous ceux qui sont avec vous refusent de faire le blocus et continuent à travailler avec lui, c'est pas lui que vous avez mis bien en blocus, c'est vous-même. Parce que vous êtes interdit de travailler, mais tous les autres travaillent. Donc c'est vous qui êtes en blocus. Et c'est ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui, la Russie est en train de gagner. Ça ne fait aucun doute, malgré ce que dit la presse, etc. Et alors, comment ça va se finir, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt. Les composantes financières et les intérêts financiers du lobby militaro-industriel américain sont tels qu'il est possible, alors que ça fait 1 an ou 2 ans pratiquement que l'on sait que les Russes, que les Ukrainiens ne pourront pas gagner, qu'on continue sans arrêt à faire la guerre, un mois de plus, parce que pendant ce temps, il y a des milliards qui sont bon. Je répondrai s'il y a une question là-dessus, je m'entends pas. Je ne m'étends pas. Donc ça concerne l'Ukraine. En ce qui concerne la Palestine, je pense également depuis le début que c'est typiquement le propre même d'un conflit décolonial, c'est-à-dire d'un conflit du faible au fort. Et alors là, je vous renvoie à un auteur qui s'appelle David Galula, qui est un juif tunisien, né à Sfax, je crois, qui a vécu dans les années 60, qui était un théoricien de la guerre d'Algérie, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Contre-insurrection, théorie et pratique, et tout est expliqué là-dedans. Il explique que la guerre d'abord n'est pas militaire. Une guerre, c'est d'abord un processus politique. Vous pouvez perdre la guerre militaire et gagner la guerre sur le plan politique. Et vous la gagnez sur le plan politique si médiatiquement vous arrivez à vider votre interlocuteur de sa légitimité. Vous le videz de sa légitimité, c'est-à-dire vous le faites apparaître comme quelqu'un qui est ou incapable, ou stupide, ou cruel, etc., etc. Vous le videz de son crédit et vous faites, aux yeux de toutes les contreparties, vous montrez que en fait c'est vous qui êtes légitime et c'est pas lui. Et à ce titre-là, je pense que le Hamas et toutes les entités qui se battent pour la Palestine, en dehors de toute considération, je dirais,
que je pourrais avoir personnelle de préférence pour l'un ou pour l'autre, cette guerre est faite de façon absolument exemplaire par les Palestiniens, de par la façon dont ils ont investi le champ médiatique et ils ont réussi à retourner l'affaire de telle sorte que le crédit victimaire dont bénéficiaient les Israéliens, qui leur a permis de monter leur État, a été totalement invalidé aujourd'hui et perdu, et ils se sont fait voler leur crédit victimaire par leurs opposants. Ça doit faire une drôle d'impression, je pense. Et c'est tellement grave que vous avez vu qu'il y a énormément d'Israélites, de Juifs non israéliens, qui aujourd'hui disent, mais non seulement le gouvernement est en train de se couler, le gouvernement israélien, mais en plus ils sont en train de couler l'État d'Israël et ils sont en train de couler l'ensemble des Israélites du monde entier, parce que dans 100 ans, on dira, vous avez une étoile jaune sur laquelle il y a écrit, une nouvelle étoile jaune sur laquelle il y a écrit génocidaire. Et ça, c'est pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, le gouvernement, à mon avis, est foutu, parce que sur le plan victimaire, comme je l'ai dit, il a perdu, médiatiquement il a perdu, diplomatiquement il a perdu, juridiquement il a perdu, économiquement il a perdu, et même militairement, à mon avis, il a perdu. Parce que quand vous avez des troupes sur une terre que vous occupez et que vous retirez leurs troupes, c'est pas parce que vous êtes en train de gagner, si vous enlevez les troupes, c'est parce que vous perdez, sinon vous restez sur place. Alors, les chiffres que l'on donne des pertes des soldats israéliens sont fausses. Le fait qu'ils disent on a pacifié le nord, donc on se retire, c'est bidon, parce que la preuve, c'est que dès qu'ils reviennent, ils sont fait tuer. Il y a 4 soldats qui sont fait tuer il y a 2 jours. Ils rentrent pas à Khan Younes, ils sont ressortis parce qu'ils n'ont pas réussi à sécuriser. Au sud, ils y vont comme ça, mais etc. Donc Netanyahou, tous les jours, se met devant son lit à genoux en disant encore 24 heures, il essaye de tenir, mais le temps joue absolument, à mon avis, pour la Palestine, et même si, par miracle, mais ça ne se produira pas, mais par miracle, Yahya Sinwar a été pris et les otages libérés, je pense que le mal qui a été fait par tout ce qui a été montré, tout ce qui est montré jour après jour, etc., le défaut, la délégitimation d'Israël est tellement grave que je pense que je ne sais même pas si l'État d'Israël se sortira de cette situation. Alors, je résumerai 2 choses en disant que, pour moi, tout ça s'insère dans une guerre que j'appelle la fracture, le temps des fractures entre le Nord et le Sud. La guerre d'Ukraine a fait perdre au Nord sa force politique, parce qu'elle a montré qu'elle n'était pas capable de gagner une guerre, que tous les États de l'OTAN réunis perdaient contre la Russie. Donc, il y a une perte politique qui est extrêmement grave. Mais je pense que le conflit de Gaza est beaucoup plus grave encore, parce que ce n'est pas une défaite politique de l'Ouest ou du Nord, c'est une défaite morale. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à remonter. Parce qu'on vous pardonne une erreur politique, vous changez de gouvernement, vous dites c'est de sa faute, nous, etc. Mais quand on a vu pendant 8 mois la civilisation des droits de l'homme qui a regardé jour après jour écraser les femmes et les enfants, vous savez que l'essentiel des blessés qui arrivent aujourd'hui dans les quelques hôpitaux qui restent sont des blessures à la tête. C'est-à-dire que comme les soldats ne peuvent plus rentrer en groupe parce que les chars se font démolir, ce sont les snipers qui tirent à la tête les femmes et les enfants. Vous savez qu'on a détruit les 19 cimetières de Gaza au bulldozer. Donc, quand vous cherchez des terroristes, vous détruisez pas les bulldozers, les cimetières au bulldozer, ne sont pas cachés dans les cimetières. Donc, si vous voulez, tout ce discours de dommage collatéral ne tient pas la route.
il est imposé quelque part, mais personne n'y croit. Et d'un autre côté, les États-Unis sont le pays qui se délégitime le plus, parce qu'aujourd'hui, ils font semblant de dire aux Israéliens, ben écoutez, arrêtez, et puis l'autre dit, non mais moi je vais continuer, alors qu'on sait qu'ils ne peuvent absolument pas ne pas fonctionner ensemble. Donc les forces spéciales américaines font partie des troupes, qui au sol, pour d'abord une bonne raison, c'est que l'armée israélienne n'est pas bonne, elle n'est pas compétente. Ce qu'on envoie au sol, ce sont des conscrits qui ne savent pas faire la guerre, ne sont pas des professionnels. Et voilà. Donc, voilà. Donc, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord, en fait, mais qu'ils essayent de faire passer aux yeux du monde entier un espèce de théâtre, une pièce de théâtre, en disant moi je te dis d'arrêter et moi je veux pas arrêter. Donc Biden essaye de sauver sa campagne électorale pour empêcher que toute la jeunesse ne parte ailleurs, et lui, l'autre côté, Netanyahou, essaye de son côté de se justifier auprès de sa population en disant scrogneux, je me battrai fort, regardez, etc., etc. Et en fait, c'était du théâtre parce qu'ils s'entendent. Mais combien de temps? Alors, je finirai juste, parce qu'il faut dire un petit mot quand même du mouvement des jeunes. Moi, je pense que c'est absolument, je l'ai défendu dans plein de médias, c'est un nouveau Vietnam. Je veux dire, on offre à la jeunesse chez nous est matérialiste, idéaliste. Elle est plutôt idéaliste dans un système matérialiste. Elle a besoin d'une cause. Alors, on me dit oui, mais la cause ils sont instrumentalisés, etc. Mais peu importe. Au moment du Vietnam, il y avait aussi beaucoup d'autres endroits sur la planète où il y avait des guerres et des génocides. Mais ça a été offert au bon moment, et cette cause est juste, et ça va prendre dans le monde entier. Pour moi, c'est évident. Donc voilà. Merci beaucoup. On va passer à la session de questions et de réponses. Alors pour les questions, je sais les gens ont parfois toujours des commentaires, c'est pas un problème, mais si vous avez un commentaire à faire avant une question, que ce soit assez concis. Et si vous avez une personne en particulier à qui vous souhaitez adresser cette question, indiquez-le aussi dans la question. Et si ce n'est pas le cas, autrement, eh bien, nos deux intervenants répondront à tour de rôle. Alors, on a tout au fond. J'aimerais bien signaler que le 4 juin, nous recevrons Alain Grèche pour présenter son ouvrage Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Et le 29 juin, colloque international Palestine, l'humanité face à l'épreuve de la haine, avec Pierre Galland, l'ancien député belge, président de Belgique, avec Béatrice Orès, l'Union juive de paix, Olivier Grandmaison, André Charmé et Shlomo Sant. Bonsoir. On remercie les organisateurs pour cette conférence et on remercie aussi les conférenciers. Ma question, c'est à M. Boussmaha. Vous avez parlé de Abdelkader al-Husseini, 1948 et Ma'arakat al-Qastal. Si vous nous parlez de la lettre qui était écrite, destinée au gouverneur arabe, qui parle de la trahison du gouverneur arabe avant qu'il va au combat, et en sachant quand il est parti au combat, lui il est mort comme martyr, mais quand même les Palestiniens ils ont gagné à la bataille de Qastal. Le deuxième point, vous avez parlé du slogan From the river to the sea, Palestine will be free, qui chaque fois nous sortent l'étiquette d'antisémitisme quand on entend ce slogan. Par contre, dans les années 70, Isaac Shamir, il n'a pas arrêté de répéter Israël de la rivière jusqu'en Jordanie. C'est la même chose. Un occupant qui sort un slogan comme ça pour éradiquer tout un peuple,
Et ils le traitent de rien, c'est pas de l'extrémisme, c'est pas de... pour eux. Juste un point, j'aimerais bien si vous pouvez un jour nous trouver le décret ou la condamnation des États-Unis de 1966 au sionisme. Parce que, d'après quelques intervenants, que le sionisme il était condamné par l'ONU en 1966. Et je vous remercie. C'est avec ça, non? On m'entend? Alors, oui, très rapidement. Appuyez sur le bouton, appuyez. Là? Oui. Là, on m'entend? Voilà, c'est ça. Bon, alors très rapidement. Alors, non seulement Abqad al-Husseini, le chef militaire palestinien, mais auparavant Razedine al-Qassam, en 1935. Razedine al-Qassam, d'où le nom des brigades al-Qassam de Hamas. C'était un shir syrien qui était venu se mettre au service de la révolution palestinienne dans les années 30 déjà, et qui faisait de l'alphabétisation auprès des paysans chassés de leurs terres et tout, qui était un homme de religion, un instituteur et aussi un combattant. Et lui, je commence par lui, ensuite et lui était convaincu qu'il n'y avait pas d'autre solution pour la Palestine que d'appeler à la révolte générale, ce qu'on appelle le djihad, et contre les Britanniques. Lui-même avait combattu les Français auparavant en Syrie. Il a dû fuir la Syrie pour fuir la répression française. Il arrive en Palestine. En Palestine, il continue son travail politique et il décide d'appeler au djihad. Il interpelle le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui l'écoute pas, qui lui à l'époque avait confiance dans les Anglais. Et donc, Razedine al-Qassam appelle au djihad. Il commence à entraîner des hommes pour combattre les Britanniques. Et finalement, il va mourir dans sa première opération contre les Britanniques. Il sera encerclé, lui et environ une quarantaine de ses hommes, par les Britanniques qui refuseront de se rendre et ils mourront jusqu'au dernier. Ils vont mourir les armes à la main. Ils préféraient mourir les armes à la main. Alors, lui-même, je commence par pourquoi je parle de Razedine al-Qassam, parce que lui-même interpellait les dirigeants arabes, interpellait les grandes familles palestiniennes en leur disant il faut appeler à la révolte générale et cesser de croire aux mensonges et aux promesses des Britanniques. Et voilà. Et il était pas dupe de la trahison de ces régimes arabes et de ces dignitaires. Abqad al-Husseini, c'est la même chose, mais plus tard. D'ailleurs, au moment de la révolte palestinienne, Abqad al-Husseini lui-même a combattu, il était jeune à l'époque, et en 1948, c'est à son tour de prendre la tête, et Abqad al-Husseini lui-même n'était pas dupe du tout des régimes arabes, traîtres. Et auparavant, en 1939, il y avait la conférence de Bloudan. À cette conférence, les régimes arabes avaient promis de soutenir la révolte palestinienne, ils ne l'ont jamais fait. Après la Seconde Guerre mondiale, pareil, ça a toujours été des parlottes. Donc les dirigeants palestiniens ont toujours su qu'ils ne pouvaient compter d'abord que sur eux-mêmes. C'est le problème, on le voit bien jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement jusqu'à aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Et donc ils n'ont jamais été dupes, effectivement, des dirigeants et des régimes arabes qui ont toujours trahi, à quelques rares exceptions, qui ont toujours trahi la révolution palestinienne. Voilà. Alors pour ce que tu disais, alors la condamnation du sionisme, absolument. Alors c'est pas 66. Il y a eu deux condamnations du sionisme. C'est dans les années 70, hein, et c'était en 76, ensuite en 79. Oui, et ces deux résolutions qui dénonçaient. Alors la première, c'est l'alliance criminelle entre le régime israélien et le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, parce qu'il faut savoir que ces deux régimes ont toujours été, comme on dit en arabe, sawa, main dans la main, depuis le début, avant même la création d'Israël. Dès le début du XXe siècle, les dirigeants sionistes et les dirigeants sud-africains, notamment Cecil Rhodes, le fondateur de la Rhodésie, l'État raciste, avaient une correspondance, entre autres correspondance, et leurs expériences coloniales entre eux. Donc avant même, ce sont deux États fondés sur le racisme et sur la discrimination raciale. Donc en 1976, pourquoi à cette époque? Parce qu'à cette époque, dans les années 70, le tiers-monde était puissant. Le tiers-monde et le monde socialiste, l'URSS, etc., faisaient un bloc ensemble que Israël, avec dédain, appelait la majorité automatique. C'est-à-dire qu'à l'ONU, systématiquement, les pays du Sud, les pays non alignés et les pays socialistes votaient ensemble un certain nombre de résolutions très 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 importantes, notamment des résolutions de condamnation du racisme en général, mais même sur les droits des femmes, sur tout cela, etc. Et dans ce paquet de résolutions à l'époque, eh bien, il y avait la dénonciation d'abord de l'alliance d'Israël et l'Afrique du Sud. N'oublions pas que des parachutistes sud-africains sont venus combattre aux côtés d'Israël pendant la guerre de 67, aux côtés d'Israël contre les Arabes. Il y a toujours eu des échanges en permanence, que c'est grâce à Israël que l'Afrique du Sud a pu avoir l'arme nucléaire, il faut aussi le savoir.
Hein, parce que, même si ensuite, avec le démantèlement de l'apartheid, une des conditions, c'était qu'elle cède son arme nucléaire, mais c'est grâce à Israël, et c'est grâce à la France d'ailleurs qu'Israël a eu l'arme nucléaire, grâce au moment d'attaque contre l'Égypte en 1956. C'était la contrepartie. Et cette résolution qui condamne le sionisme comme un racisme, tu as tout à fait raison, elle a été votée, le sionisme est une forme de discrimination raciale, etc. Ça a été réaffirmé à différentes reprises, et chose incroyable, cette résolution condamnant le sionisme, qu'on peut retrouver sur le net, hein, aucun problème, eh bien, elle a été abrogée. C'est la seule fois où l'ONU a abrogé une de ses résolutions. Elle l'a abrogée en 1991. C'était la condition pour que Israël, Shamir à l'époque, participe à la conférence de Madrid, qui a précédé la conférence d'Oslo, si vous voulez. Hein. Eh bien, la condition d'Israël, c'était que cette résolution soit abrogée. Et dans l'euphorie de la conférence de Madrid, c'était le moment où l'Irak allait subir sa première invasion, hein, eh bien, les régimes arabes ont accepté. Et l'OLP, le couteau sous la gorge, a accepté également. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui disent, mais c'est aberrant, comment à un moment le sionisme peut être un racisme, et quelques années plus tard, il n'est plus un racisme. Voilà. C'est quoi cette histoire? Parce que cette condamnation, elle était fondée sur des faits concrets, pas uniquement sur des parlottes. C'était une analyse précise de tous les délégués de l'ONU, etc. Donc ça, c'est important. Tu as tout à fait raison. Quant à Shamir, pour terminer, Shamir, on le connaît, Shamir, c'était le dirigeant d'un courant sioniste, justement, dont on parlait tout à l'heure, révisionniste. Hein, et Shamir, qui est quand même à l'origine, lui aussi, d'un certain nombre de massacres, qui est un terroriste. Et si tout à l'heure je vous ai parlé du comte Bernadotte qui a été assassiné à Jérusalem, c'est Shamir. Précisément, il était dans le groupe qui a assassiné le comte Bernadotte. Et le type se retrouve ensuite Premier ministre de l'État d'Israël. C'est absolument incroyable. Et Shamir parlait évidemment du grand Israël. Alors le fleuve, c'était pas le Jourdain, c'était le Nil. Hein. C'était carrément le Nil. Bien sûr, c'était toute la région qui, dans l'esprit des illuminés sionistes, toute cette région qui devait revenir, donc qui devait reconstituer un État biblique qui n'a jamais existé. Cet État-là n'a jamais existé, je viens de dire. Voilà. Je rajoute simplement, je rajoute à ça une chose, c'est que je pense que le véritable ennemi d'Israël, ça n'a jamais été le Hamas, c'était l'OLP, parce que l'OLP était laïque. Et le fait d'avoir un État laïque qui lui-même pouvait accepter tous les Israéliens ou tous les Israélites laïcs de confession ou de mentalité, c'était beaucoup plus dangereux pour Israël que quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça que avant même 85, pendant toute la période, Israël en fait finance, développe, etc. et pousse la construction du Hamas pour en faire un élément pour mettre à bas l'OLP en fait. Et à tel point que dans les années 80, Cheikh Yassine, toutes les attaques qui sont menées en Cisjordanie par le Hamas, en fait, sont systématiquement, je crois que celui qui était chargé de la défense de l'OLP, qui était, rappelle-moi son nom, qui était un jeune, Mohamed Dahlan, a été mis en prison 19 fois. C'est-à-dire, on n'a jamais mis en prison le moindre attaquant du Hamas, mais on a mis en prison le défenseur de l'OLP. C'est faux, François. Donc, comment? C'est faux. C'est faux, oui. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des tas de dirigeants de Hamas qui ont été mis en prison. D'ailleurs, Sinwar était en prison pendant longtemps. Mais pas en 85. Oui. Alors, en 85, Hamas n'existait pas en 85. Hamas est créé en 85. Non, il est créé avec la première intifada, Hamas. Mais la question n'est pas là, c'est que, bien sûr qu'Israël va essayer d'opposer un mouvement contre un autre. Tous les colonialistes l'ont toujours fait. Pendant les guerres d'Algérie, le colonialisme français a opposé le MTLD au mouvement de Messali Haj, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur l'histoire qu'Israël a créé Hamas. Non, c'est absolument faux. Par contre,
et je suis tout à fait d'accord avec toi, il va instrumentaliser. Mais c'est quand même les Occidentaux, les Français, etc., qui vont pousser Mohamed Dahlan à attaquer Hamas, alors que Hamas avait gagné les élections. Alors on peut penser ce qu'on veut de la question de Hamas, mais Hamas était tout à fait respectable pour l'ONU, puisque les élections ont eu lieu, il y avait des observateurs de l'ONU qui étaient là, et qui ont jugé les élections parfaitement légales. Hamas remporte haut la main les élections, et au moment où Hamas remporte les élections, on lui dit « Non, non, pas question, tu ne gouverneras pas ». Ah bon? Et qu'est-ce qu'on fait? On arme Mohamed Dahlan, on lui donne des armes, on dit vas-y, tu pars à l'assaut, de Hamas. Et c'est ça qui s'est passé. Alors attendez, on peut penser ce qu'on veut, on peut avoir une préférence. Moi j'ai beaucoup de d'affection pour le FPLP par exemple, qui est marxiste, etc. Mais la vérité est que dans l'affaire, c'est malheureusement l'OLP, la direction de l'OLP, parce que je pense qu'au Fatah, il y a des gens très bien, hein, mais la direction a joué absolument un sale rôle. Mais le pire, c'est qu'on conditionnait l'aide à l'OLP au fait qu'elle attaque Hamas. C'était ça, ils ont organisé la guerre civile. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors c'est vrai qu'Israël, et tu as tout à fait, là je suis d'accord avec toi, l'Israël laissait passer l'argent du Qatar vers Hamas. Non seulement il le laissait passer, mais il l'a même convoyé oui, pendant oui. des années. C'est Tsahal qui a amené oui, les valises à l'ambassade. Pour une raison qui est simple, c'est que Netanyahou prenait un pourcentage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est poursuivi actuellement. Bien sûr que c'est eux qui le convoyaient. Parce qu'en plus, Israël prenait une grosse partie pour l'État et aussi une partie personnelle pour Netanyahou. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était légal. C'était parce que le Qatar avait le droit légalement de donner de l'argent, parce que Hamas est l'autorité qui avait gagné les élections, donc il faut bien de l'argent pour administrer un territoire, pour payer les hôpitaux, les fonctionnaires, etc. Hein. La grande erreur d'Israël et la grande astuce de Hamas, on peut penser ce qu'on veut, c'est d'avoir fait croire à Israël qu'ils allaient se comporter comme les autres régimes arabes, qu'avec cet argent qui passait, ils allaient le distribuer, les copains, les coquins. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'ils allaient se corrompre. Et c'est ça, la grande astuce de Hamas, c'est qu'ils ont fait croire pendant 20 ans à Israël qu'ils allaient se comporter comme les autres. Et pendant 20 ans, ils creusaient, mais réellement, les tunnels. Merci. Alors, merci beaucoup. J'ai juste 2 questions à poser. Donc moi, je vous remercie pour cette soirée qui était, à mon sens, brillante, tant par le film, avec ce symbole de l'orange qui cristallise vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'à nos jours, avec tous les problèmes qu'il y a derrière, et aussi les brillantes interventions qu'on a pu écouter ce soir. J'ai juste 2 questions par rapport au JIPRI. Vous avez parlé de pistes judiciaires qu'on peut entamer par rapport aux autorités européennes. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche qui est faite pour accuser de complicité ou bien de soutien au terrorisme pour ceux qui défendent la résistance palestinienne. Vous savez que les médias, beaucoup de médias vont dans ce sens. Alors qu'est-ce qui pourrait être fait pour expliquer que maintenant, au niveau des tribunaux internationaux, le gouvernement de Netanyahou va être condamné pour crimes de guerre, peut-être même plus, et qu'il y a aussi une responsabilité des médias, des journalistes, et qu'il faudrait aussi poursuivre et menacer de poursuite parce qu'ils couvrent l'actualité d'une façon qui est absolument ignoble. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, à Rafah, il y a quelque chose qui est complètement disproportionné, qui est infâme tout simplement. Donc, est-ce qu'il est possible de réfléchir sur ce plan-là pour faire pression aussi sur les médias, parce qu'il y a une forme de complicité par rapport à des crimes qui vont être évalués comme étant des crimes de guerre. Et puis ma deuxième observation, c'est aussi une question, en fait, quand on réfléchit maintenant, comme vous l'avez très très bien dit, que Israël, en tout cas le gouvernement de Netanyahou, a perdu cette guerre dans le sens que les actions sont tellement terribles qu'on ne sait pas comment ils vont s'en sortir sur le plan de l'opinion internationale. Il y a tout de même une chose qui n'a pas été évoquée ici, c'est la perspective messianique derrière le sionisme aujourd'hui, et qui veut que l'on s'oriente vers une guerre généralisée. Alors la question, la seule façon peut-être de faire oublier ces atrocités, c'est de nous engager vers une guerre totale ou plus importante. Et vous savez que de cette façon-là, le gouvernement israélien pourrait s'en tirer parce que des atrocités font qu'on oublie ce qui s'est passé. Puis quand la guerre s'élargit, quand le problème devient de plus en plus terrible, et vous savez que dans la perspective messianiste, il y a ce plan-là, qu'en pensez-vous ?
Alors moi je réponds juste sur la question du messianisme et sur l'extension de la guerre, et après je laisserai Youssef répondre tout le reste. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, terminer avec la question? Non, je préfère répondre parce qu'après je vais m'emmêler les pinceaux. Juste rapidement. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire du messianisme, parce qu'on dit je suis messianisme, parce que regardez, j'ai les mains sur mon volant et je roule vers le soleil. Le problème, c'est que c'est les Américains qui ont le moteur et qui mettent l'essence dans mon moteur. Alors, c'est bien gentil de parler de messianisme, mais il suffit que les Américains... Le problème, c'est pas le messianisme. Il suffit que les Américains disent, écoute, t'es gentil avec ton messianisme, mais maintenant t'arrêtes parce que sinon je te coupe les crédits. Le lendemain, il n'y a plus de messianisme. Donc, et c'est déjà arrivé. Donc, c'est une construction fantasmatique de ceux qui essayent d'auto-justifier leur système. Mais en fait, on peut faire ça quand on ne dépend que de soi-même, mais c'est faux, puisqu'ils dépendent à 100% du système américain. Ça, je dirais, ça c'est un. L'autre, sur l'internationalisation du conflit, j'y crois pas. Parce que Netanyahou a essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi. Donc à un moment donné, moi je dis que c'est une bouteille dans laquelle le gaz est de plus en plus fort et le bouchon s'appelle Netanyahou. Donc à un moment donné, s'il y en a un qui saute, c'est Netanyahou. Et pour essayer de s'en sortir, il a fait un trou dans la bouteille en disant, bon allez, on va aller embêter les Iraniens. D'où la séquence iranienne. Et la réponse iranienne, et là je cite Ardavan Amir Aslani, qui est un grand spécialiste et qui est lui-même un avocat franco-iranien, la réponse de l'Iran consistant à attaquer directement Israël d'une façon telle qu'il détruit son dôme de fer, mais il ne touche à personne d'autre, ça veut dire, un, je t'attaque quand je veux, deuxièmement, j'ai pas peur de toi, et troisièmement, ça c'est implicite, t'inquiète pas mon gars, j'ai déjà la bombe. Donc Israël n'a absolument pas, a tout de suite compris le message et a arrêté toute tentative D'ailleurs, les Américains l'ont prévenu à l'avance et ont dit, de toute façon, on ne suivra pas. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'internationalisation du conflit, je ne le pense pas, parce qu'Israël sait très bien qu'il ne le peut pas. Donc aujourd'hui, ce front-là est stabilisé. Et comme tous les autres sont fermés, à mon avis, à un moment donné, c'est une question de temps, à mon avis, à un moment donné, Bibi va sauter. Il va falloir trouver un bouc émissaire. On va dire, écoutez, nous on est gentils, lui il était méchant, il nous a forcés, c'est lui le salopard, etc. Et nous, on veut bien discuter. Et à ce moment-là, ils vont se redonner des perspectives politiques qui arriveront à solution à 2 États, ou non, j'en sais rien. Moi, j'espère que oui, parce que je pense que c'est la seule solution. Mais à ce moment-là, il y aura un espace politique. Je ne comprends absolument pas comment, dans cette situation-là, l'État d'Israël cherche des solutions militaires alors qu'il n'y a qu'une seule solution politique. Il n'y a que une solution politique à cette affaire. Il faut se mettre autour d'une table et discuter dans ces cas-là. Voilà. Pardon. Non, je t'en prie, tu as tout à fait raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr. Alors, il y avait une autre partie pour... Oui, après on va... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben voilà. Ouais. Sinon, je la pose. Parlez avec votre belle voix, puissante, ça passera très bien. Donc, moi, en fait, j'avais une question et un commentaire. Je vais commencer par la question, parce que ça reprend un peu la question qu'avait posée notre frère Hani. C'est par rapport au droit international. Donc, on parle d'amener Netanyahou au tribunal, etc. Mais j'y crois pas trop au droit international, parce qu'ils n'ont pas les capacités d'implémenter la justice. Mais par contre, le droit national, là, on peut agir. Et moi, j'irais même un peu plus loin. Donc, c'est ça la question. Pourquoi on ne poursuivrait pas non seulement les médias qui ont été complices dans le génocide, mais aussi les politiciens, en commençant pour nous, ici en Suisse, avec notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, qui a refusé de faire appel à un cessez-le-feu, qui même maintenant parle de UNRWA comme étant faisant partie du problème. Donc ça, c'est la question, peut-être aussi une question sur laquelle peut intervenir notre camarade de Guipry. La deuxième chose, c'est le commentaire.
Donc moi je pense, et quand je regarde autour, il y a une grande diversité et ça me fait très plaisir. Et ça rejoint aussi un peu un des messages que moi je retrouve dans ce film, c'est la colonisation de l'esprit. Quand on juge la manière dont, la façon dont les Palestiniens cultivaient leurs terres, et puis quand on compare ça avec les sionistes qui arrivent, avec les nouvelles technologies, avec une différente façon de s'habiller, je pense que c'est très important pour nous tous d'être très attentifs sur la colonisation de l'esprit. C'est important parce que on a tendance à juger les valeurs et les principes et la culture occidentale comme étant supérieures et on n'a aucun droit de le faire. Et là-dessus, je reviendrai sur le commentaire de l'OLP qui est laïque et donc peut accommoder les différentes religions ou les différentes idéologies qui existent en Palestine. Ça, c'est pour moi aussi une parole d'un esprit colonialiste. Parce que la Palestine, quand elle était, et on l'a vu aussi dans le documentaire, tout le monde vivait en harmonie. Notre frère Youssouf a parlé de 21 différentes religions ou de croyances qui vivaient en harmonie. C'était pas sous un gouvernement laïque, c'était sous un gouvernement qui avait des principes et des valeurs islamiques. Et on le voit aussi dans d'autres pays, des pays qui sont souvent diabolisés dans les médias. Mais si on regarde par exemple l'Iran, où c'est un des seuls pays dans la région où la communauté juive a toute sa liberté de pratiquer sa religion. On en parle très peu dans les médias, mais c'est une vérité et c'est factuel. Donc je demande à nous tous d'être attentifs sur cette réalité qui existe. On est quasiment tous soit soumis à un esprit colonialiste, soit on a un esprit colonisateur. Je peux répondre là-dessus. Je vous répondrai que cette idée, elle n'est pas de moi, c'est la charte de l'OLP. Donc en quoi la charte de l'OLP est colonialiste? Non, mais c'est votre commentaire de dire que l'OLP était une plus grande menace pour Israël. Oui, je pense. Parce que c'était un mouvement laïque. Mais je vais vous réconcilier tous les deux, en fait. Vous avez d'une certaine façon raison tous les deux, je m'explique. C'est que moi je pense que l'Empire ottoman était paradoxalement plus laïque que les pays occidentaux aujourd'hui. Tout dépend de ce qu'on entend par laïcité. Aujourd'hui, en France par exemple, c'est pas de la laïcité, c'est du fanatisme. C'est du fanatisme, parce que l'Empire ottoman, ça veut dire quoi la laïcité? C'est le respect de tous les cultes et l'État qui n'impose rien. Et c'est ce qui se passait. Alors on peut reprocher à l'Empire ottoman, bien évidemment, pas mal de choses, hein, notamment la dérive, le génocide arménien, etc., tout cela. Mais je parle de ça, mais je parle de la grande période de l'Empire ottoman, la grande période, etc., où coexistaient toutes les religions. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parle mieux que moi, c'est un chrétien, c'est Georges Corme. Georges Corme, qui est un chrétien libanais, hein, qui est un historien, qui a été ministre, etc. Et il le dit lui-même, il fait l'apologie de l'Empire ottoman. Non pas parce qu'il n'est pas musulman pourtant, mais l'espace de l'Empire ottoman était un espace justement qui était libre de toutes les religions. Et on pouvait circuler, il n'y avait pas de frontières, etc. Et chaque religion pouvait vivre avec même ses propres tribunaux, hein, religieux. Donc, en fait, paradoxalement, moi je trouve que l'Empire ottoman était plus laïque que la France d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce que c'est un mensonge total. Enfin bref, c'est un autre débat, mais c'est un mensonge total de dire que c'est au nom de la laïcité l'islamophobie, ça devient l'expression de la laïcité maintenant. C'est n'importe quoi. Alors, pour en revenir maintenant à l'OLP, etc., où je vais un petit peu vous réconcilier, c'est que quand l'OLP, sans m'attarder, quand l'OLP parle je me rappelle très bien de cela, de Palestine laïque, démocratique, etc., c'est vrai que l'OLP voulait s'opposer au dogme sioniste qui, lui... Alors, le paradoxe, c'est que l'État d'Israël, même à l'époque, n'était pas en tant que tel religieux, mais il a fait de l'appartenance, parce que sur les papiers d'identité israéliens, il faudrait que les gens voient ce que c'est qu'un papier d'identité en Israël. Pourquoi est-ce qu'on ne le montre jamais à la télévision? Parce qu'on serait effrayé. On va effrayer. Et si on montre une pièce d'identité israélienne, il y a marqué peuple, ces nations, peuple juif, peuple arabe. Il faut savoir que arabe est synonyme de musulman, peuple chrétien, druze,
bédouins, on a circassiens, on a complètement saucissonné l'identité palestinienne selon les ethnies, c'est absolument incroyable. Hein, et c'est ça le modèle démocratique. Vous savez que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Hein, voilà. Donc si c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, ça veut dire que c'est un modèle démocratique. Mais c'est absolument incroyable. N'importe quel État arabe, en vérité, hein, eh bien, a été beaucoup plus respectueux des diversités. La preuve, c'est que depuis le Moyen-Âge, depuis l'émergence de l'islam, hein, eh bien, toutes ces religions étaient ensemble, cohabitaient. Si les musulmans avaient été en tant que tels, ils auraient depuis longtemps éliminé toutes ces religions. Ils avaient largement le temps. Mais c'est ici c'est en France, en Europe, qu'on a éliminé toutes les religions qui existaient, toutes les religions hétérodoxes. Hein, les nestoriens, les jacobites, les monophysites, etc., les arianistes, etc., toutes ces soi-disant hérésies chrétiennes. Enfin bref, c'est ce que je veux dire. Donc en vérité, les Palestiniens, quand ils disent Palestine laïque démocratique, c'est vrai qu'ils voulaient aussi gagner les opinions occidentales. Et comme ils savaient que les Occidentaux étaient intéressés par cela, mais quand les Palestiniens disent Palestine laïque, c'est pas laïque au sens européen. C'était ça le truc. Alors, oui, c'était ça. Hein, et c'était une laïcité qui était respectueuse, qui était en fait ce qu'il y avait depuis toujours en Palestine. Voilà, c'est un peu ce que. Marié à une chrétienne d'ailleurs. Oui, bien sûr, soit Arafat, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était très fréquent que des musulmans. Et d'ailleurs, il y a une chose que je veux dire, c'est que des gens pourraient penser que c'était communautariste, mais pas du tout. Si vous allez au Moyen-Orient, il y avait même des syncrétismes entre les religions, ça je peux vous le dire. Enfin, syncrétisme, je vous explique. C'est qu'il y a des tas d'endroits où les gens fêtaient leurs fêtes, où des musulmans fêtaient, ou honoraient en tout cas les fêtes des autres, Noël. Alors ça veut pas dire qu'on va fêter Noël au même sens. Et l'inverse était vrai au moment de la fête de l'Aïd, etc. Donc c'était pas du tout des communautés qui étaient opposées, etc. La guerre civile libanaise, c'est un mauvais exemple, mais parce que la guerre civile libanaise a été organisée. On a organisé la division des communautés au Liban. Et ça on le sait, avec une branche extrémiste des chrétiens. Pas du tout tous les chrétiens. Il faut comprendre que le Moyen-Orient est beaucoup plus respectueux en fait des religions que l'Europe qui se prétend le modèle. Donc c'est juste pour vous dire, c'est que c'était tout dépend comment on comprenait Palestine laïque et démocratique. Ce que je veux dire, c'est que dans Hamas, on l'a vu, il y a des églises, même il y a des églises qui ont été détruites. Alors on n'arrive pas à comprendre si Hamas alors comment se fait-il que les églises aient continué à Gaza? On a appris à la faveur, malheureusement, des bombardements qu'il y avait des églises détruites. Tiens, s'il y a des églises détruites, c'est qu'il y avait des chrétiens. Il y a des chrétiens chez ces barbares. Je ne savais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, et vous savez que dans les gens qui ont voté pour Hamas, il y a plein de chrétiens. Bien évidemment, quand il y a eu les élections, mais ils l'ont dit, il y a des tas de chrétiens qui ont voté pour Hamas, parce qu'en tant qu'expression politique, pas en tant que... Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Simplement, moi je dois vous dire, dans 5 minutes, et j'avais une question, j'ai posé la question pour le JPRI sur cette question d'une piste qui pourrait être... Ah oui, alors sur le... C'est vraiment pas... Alors oui, juste rapidement, oui, il faut qu'il y ait des poursuites, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut qu'il y ait des poursuites au plan international, et vous avez raison, moi j'y crois pas trop, mais sauf que des poursuites au plan national, parce qu'en France, c'est terrible aussi, hein, les journalistes, on a Radio Israël, Télé Israël, en permanence, des choses effrayantes, où on justifie le génocide, des tas d'acteurs, je vais vous citer, hein, Enrico Macias, etc., qui appellent carrément Michel Boujna sans aucun complexe. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il faut faire ces poursuites. Mais au plan international, c'est pas inutile, parce que même si ça ne va pas à bout, pour l'opinion mondiale, c'est très important que des poursuites aient lieu, même si on sait qu'elles ne vont pas forcément aboutir. Ça va légitimer davantage le grand mouvement de contestation, hein, et les étudiants, qu'ils soient américains, européens, ont vraiment besoin de ça. Excusez-moi. Bonjour. Alors, je vais juste répondre rapidement dans le temps qui reste, qui est très court, et après, il y a une demoiselle aussi qui attend, et puis j'ai promis de donner la parole. Une dame aussi, oui, depuis tout à l'heure. Oui, et c'est là aussi depuis tout à l'heure. J'avais envoyé pour une ONG palestinienne qui m'a demandé de parler de ce qui se passe. Alors, en fait, pour être clair, c'est simple. Il reste 10 minutes, on doit fermer à 22h, donc je ne pourrais pas accommoder tout le monde. Voilà. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'initiative que veut mener le JPRI, vous pouvez me recontacter, je donnerai les informations aux personnes. Comme apparemment il y a une demande pour des personnes qui interviennent, je ne les priverai pas de la parole. Excusez-moi. Merci beaucoup, merci pour votre compréhension. Votre micro ne marche pas. Je m'excuse, mais c'est Defense Child International qui m'a envoyé aujourd'hui un message. Donc, c'est ceux qui ont été déclarés comme terroristes à une époque parmi les 6 autres organisations palestiniennes. Ils s'occupent des droits
Ils ont été cambriolés à l'époque par des soldats qui sont partis avec leur dossier de nuit. Heureusement qu'ils avaient une caméra, donc ils ont la preuve. Et là, ils m'envoient quelque chose qui apparaît maintenant assez clairement, mais pour eux qui n'est pas très nouveau, c'est que maintenant, les soldats utilisent des gamins de 10, 12 ans, 13 ans, ils m'ont envoyé aujourd'hui, qui les prennent comme otages. Dans un immeuble, ils prennent des gamins à l'improviste et ils vont leur demander d'ouvrir des portes, rentrer dans des maisons et ils ont le pistolet, les armes des Israéliens sur l'épaule et si à l'intérieur des gens tiraient, les gamins sont pris et ils doivent ouvrir toutes les portes. Comme bouclier humain, c'est-à-dire. Pardon ? Comme bouclier humain. Oui, comme bouclier humain à Tulkarem notamment, donc c'est même pas à Gaza. Et que finalement ils essayent de dénoncer ça comme crime de guerre, bien sûr, parce que c'est des crimes de guerre, en espérant que quelque part qu'on bouge par rapport à ça, mais parce que nos médias ne bougent pas. Donc moi je l'ai transmis au courrier à Genève, où c'est un peu celui qui transmet. Et puis par ailleurs, je me disais quand même qu'il doit y avoir un très grand désarroi dans l'armée. Parmi ces trois soldats ou plus qui ont pris des gamins pour faire ça, je pense que soit ils peuvent être encore toujours plus violents, ou soit ils risquent au bout d'un moment, s'ils ont des inculpations, de vouloir quitter l'armée, ou déserter, je ne sais pas. J'espère que ça serait qu'ils arrêtent ou qu'ils deviennent moins, voilà. Donc je devais vous transmettre ça pour information, parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire savoir au monde avec la presse qu'on a, c'est à Genève, en Suisse, que ça passe pas ce qui se passe actuellement, puis qu'il y a des crescendo quand même, maintenant les enfants boucliers ou mains. Merci madame. C'est Defend Child International que vous devez connaître, une des 6 organisations qui défend les droits. Merci. Question. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je voulais savoir à peu près des discussions que j'ai eues ici pour la suite. Toutes ces jeunesses que maintenant, peut-être, ils rêvent quelque chose parce que finalement, cette guerre, quelque part, ils l'ont vaincu, les jeunes, avec leurs caméras et avec leur tout. Est-ce que demain, il va arriver quelque chose de pire pour eux? Moi, je suis afghane, je viens d'Afghanistan et j'ai vécu en Iran. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution pour ces jeunes. Je sais que le gouvernement, ni laïque, ni musulman, c'est une solution pour nous, les enfants des réfugiés, les enfants de guerre. Nous, on n'est jamais compris nulle part. Et qu'est-ce que ça se dessine pour demain, pour tous ces jeunes-là? Quels jeunes? Les jeunes palestiniens qui sont suite. là-bas, la suite. Si je peux me permettre, vas-y. Oui, moi, je pense que là, aujourd'hui, c'est clair que tout ce qui tient la Palestine, tout ce qui tient Israël, ce qui tient Israël, c'est la relation entre Israël et les États-Unis. Plus cette relation se fragilise et se pourrit, c'est là que se trouve le maillon faible susceptible de faire changer la politique israélienne. Donc, pour moi, ce mouvement, et j'espère que ce mouvement va continuer à s'amplifier, parce qu'il faut qu'à un moment donné, les États-Unis disent stop. Vous ne pouvez pas considérer qu'ils fassent pendant 8 mois, dire attendez, arrêtez, et qu'il ne se passe rien. Ça, c'est simplement pas possible. Donc, à un moment donné, moi je pense que la jeunesse va jouer un rôle. À un moment donné, il va y avoir une décision américaine. Voilà. Et à partir de... c'est obligatoire. Ce lien est de plus en plus ténu. À un moment donné, ça va casser. La décision américaine, ça va être un démocratique fantoche comme il était. Comment ? Non, c'est pas ça que je dis, c'est une décision de sanction. À partir du moment où il y a une sanction, ça change complètement. Aujourd'hui, vous n'avez que du discours et vous n'avez aucune action. À un moment donné, il va y avoir une action. Oui, moi je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec François, mais à condition qu'il y ait un rapport de force. Il y a un rapport de force à construire, parce que jamais les Américains ne vont abandonner ce qu'on appelle le porte-avions israélien. C'est un porte-avions américain dans la région, vous savez, hein. On a calculé que l'entretien d'Israël, ça coûtait moins cher que l'entretien d'une flotte américaine dans la région. C'est pour ça qu'on appelait Israël la 8e flotte américaine, à l'époque où les Américains n'en avaient que 7. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, une fois que la paix sera revenue, il y a des élections, et tout le monde est d'accord pour des élections. Et même si on parle de Hamas, vous savez même quelque chose, Hamas est d'accord pour, si jamais Marwan Barghouti, qui est en prison actuellement, qui d'ailleurs est du Fatah, et qui est accepté par Hamas. Et Hamas dit, nous sommes tout à fait prêts
à soutenir et à voter pour le président. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une ouverture. Pour cela, il faut qu'Israël se retire, il faut qu'il y ait des élections, il faut l'arrêt du blocus. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait des élections, et ces élections sont démocratiques. Hein, et je crois même qu'elles seront beaucoup plus démocratiques qu'en Israël, réellement. Donc il y a un avenir quand même. Alors c'est terrible actuellement, mais je suis d'accord avec François, il faut d'abord que politiquement, et c'est pour ça que ce mouvement des jeunes est très important, en fait c'est un trio. C'est la résistance palestinienne qui est extraordinaire, et malheureusement la résistance, c'est aussi la résistance militaire, c'est indispensable. Hein. Voilà, c'est aussi cela. Les guerres du Vietnam, c'est pas uniquement parce que moralement, non, c'est parce que les Vietnamiens ont résisté et ont infligé des défaites. Dien Bien Phu pour les Français, on a fêté ça il y a quelques jours, le 7 mai, c'était pareil. Donc il faut qu'il y ait la résistance, il y a le mouvement de solidarité internationale, partout, et bien sûr la jeunesse joue un très grand rôle, et surtout la jeunesse juive américaine, c'est extraordinaire, qui se détache complètement de toutes les élites sionistes, etc., de l'AIPAC, et ça c'est la très bonne nouvelle de ces derniers temps, parce que c'était vraiment quelque chose qu'on espérait, mais c'est formidable ça, et ça fait très très peur à l'État d'Israël de perdre le soutien de la jeunesse juive mondiale. On le voit avec El Tzedek en France, et nos camarades de Tzedek, et du coup, et aussi les pays du Sud qui peuvent jouer un rôle actuellement, et y compris pour le droit. C'est tout cela ensemble qui pourra vaincre cette espèce de gros monstre qui est l'impérialisme américain, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est lui qui détermine tout. Merci beaucoup, Youssef Bousameh. Nous sommes obligés de clôturer. Merci infiniment d'avoir accepté, madame. Je m'excuse. Parce que ah oui, madame, depuis très rapidement, non? Peut-être. Ça sera. Vas-y, allez-y. On peut. En fait, je voulais vous demander une opinion. Justement, vous avez parlé de l'aspect, de la nécessité d'avoir un soutien, de diminuer le soutien des États-Unis, et de la manière dont moi je vois les choses, il y a quand même plus de 70 ans d'une certaine impunité israélienne. La manière que moi je conçois pour mettre la pression sur les États-Unis, c'est l'opinion publique, et entre autres l'opinion publique occidentale. Or, cette opinion publique, elle est aussi très influencée par les médias qui sont dans une campagne assez forte de déshumanisation de la cause. Posez votre question. Ma question, c'est d'avoir votre avis sur est-ce que c'est possible d'avoir une vraie condamnation morale de ce qui se passe à Gaza de la part du gouvernement israélien, sans avoir un réel soutien des médias, sans avoir un changement en fait du panorama médiatique. C'est clair. 2 minutes pour chaque intervenant. Vas-y, 2 minutes. 2 minutes. Commence. J'ai pas très bien compris la question. C'est comment retourner l'opinion, comment faire retourner que l'opinion l'opinion est en train d'être retournée actuellement, c'est ce que je pense. Alors, et comme je vous dis, il peut y avoir un changement de l'opinion que le jour où les Américains disent nous on s'arrête, ou qu'il y a un système de sanctions où ils arrêtent, ils font pas semblant d'arrêter de livrer quelques bombes, mais ils arrêtent. Ce jour-là, je peux vous dire que le sionisme, on retombe de plein pied dans la réalité, et la suite de ça, ça doit être éjecter Netanyahou et à un gouvernement qui dit on change totalement de politique. Oui, la politique qui était menée doit changer. Et ça passera par des élections. Mais comment faire Ce que dit notre camarade, c'est comment faire pour retourner cette opinion l'opinion israélienne. Non, l'opinion mondiale, pour faire pression. Non, mais l'opinion mondiale, elle est déjà largement retournée, l'opinion mondiale. Et très largement. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe au Canada. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Afrique, à Genève. Alors, c'est vrai que très rapidement, c'est vrai que ça va pas. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait 7 ou 8 occupations. C'est une dizaine. C'est pas rien ça du tout. C'est avec des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que ça avance. Le Vietnam, ça s'est fait comme ça. Voilà. Oui, on a l'impression que ça avance très, très lentement, et c'est vrai, c'est pas qu'une impression, mais il y a quand même beaucoup de pays. Tous les pays d'Europe ne sont pas la même enseigne. On voit bien qu'en Espagne ou ailleurs, etc., en Irlande, en Espagne, en Europe du Nord, regardez pour l'Eurovision, le grand mouvement qu'il y a eu aussi au Danemark, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui changent, parce que c'était des choses auxquelles on n'aurait pas cru il y a quelque temps. Je veux dire, c'est vrai que c'est toujours trop lent, mais je peux vous dire une chose, les choses ne seront plus jamais comme avant. Ça, c'est un tournant total.
jamais Israël ne retrouvera sa crédibilité. Or, ils pourront toujours influencer, ou il y aura toujours des pressions, les régimes réactionnaires, la France, etc. Bon, malheureusement, ça ne changera jamais. Mais les élites, hein, bon, mais il y a un tournant total. Plus jamais Israël ne pourra retrouver cette espèce de... Et voilà, après, ça va être dur. Et je pense aussi que la défaite, enfin l'impasse, parce que de quelle façon les Palestiniens vont vaincre militairement? On n'a jamais dit que les chars palestiniens allaient arriver à Tel Aviv, c'est pas ça. La résistance est déjà une victoire. La définition de la guerre, c'est imposer sa volonté à un ennemi. Dès l'instant où vous ne réussissez pas à imposer votre volonté, vous avez perdu. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit François tout à l'heure, hein, la guerre d'Algérie, c'est ça. Dès l'instant où une puissance n'arrive pas à imposer sa volonté, elle a perdu. La guerre, ça coûte très cher, etc. Les opinions publiques, ça se retourne, les opinions publiques, vous savez. Ça peut se retourner comme une chaussette. Hein. Quand on va avoir l'addition, l'Amérique, etc. Non, il faut absolument être confiant. Moi, je suis convaincu que les Palestiniens vont gagner. J'en suis absolument certain. Et c'est pas de la gloriole comme ça, je peux vous le dire. Ça va être très dur. On n'est pas en train de dire que ça va être très dur. Malheureusement, il y aura encore des morts. Mais la guerre d'Israël est perdue d'avance. Il devrait arrêter maintenant pour arrêter les victimes. Merci. Je termine en un mot. Il ne faut pas vous poser la question que vous vous posez. Quand il faut dire ce que je peux faire maintenant, je le fais. Si vous pouvez parler, vous parlez. Si vous pouvez manifester, vous manifestez. Si vous pouvez convaincre votre voisin, vous convaincre. Vous ne posez pas la question de savoir quand, comment. Non. Faites ce que vous pouvez faire à l'instant T. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. J'aimerais bien vous inviter à consulter notre chaîne YouTube pour vous trouver toutes les conférences, tout en sachant que vous allez trouver aussi l'intervention de Eyal Sivan. Il a prononcé un mot, il a expliqué, etc. Espoir et dignité. Merci infiniment à mes collègues Ryan, Maurice de Fika, Eric Pasquier, Irina, Philippe Schiller d'Investigation Action. Merci infiniment et vive la Palestine. Merci beaucoup. Au revoir.